Alors du coup la blague. On peut. Du coup, Le moment du malaise pour trouver la blague de. Non, enregistré là. Non, je l'entrée. peux plus là. Bon, il va quand même falloir trouver un truc drôle là, parce que le niveau commence à baisser, je trouve. Bon, on peut en même faire temps, un truc sur Batman Arkham Knight. Genre, tu vois, ils ont sorti un perso qu'on verra jamais dans les comics. Ou... Je sais pas, j'ai Bah, pas on joué. s'en branle en même temps. Ouais. Bah, Qui s'en fout ouais. Moi je m'en fous. Bah, moi je m'en fous, j'aime Moi pas j'aime bien, Batman. moi. Mais... Bon, après, on va est-ce parler que c'est beaucoup une- d'araignées. Oui. On peut tourner là-dessus. Ouais. Pourquoi tu reprends ce que Ludie a dit avant l'antenne? Je comprends pas. C'était pas enregistré, donc je fais ce que je veux. Ah, d'accord. Gaylor, tu avais un truc là? Non, rien du tout. J'ai absolument rien qui me vient. C'est Bon, incroyable. c'était pas mon idée, c'est celle Genre de Lucille. Spider-Man est appelé araignée. Je l'ai pas compris. Araignée comme un roi. Araignée. Araignée le roi Putain. et araignée Le roi qui règne. le Qui règne. règne. Le règne de. Tu C'est peux lancer ça. l'émission? Ouais, on va lancer l'émission. Oh là là. Bonsoir et bienvenue dans cette 22e émission de Comics Outcast. Ce soir avec moi, vous l'avez entendu dans le générique, il y a Zep, Bonsoir. il y a Gaylor Bonsoir, bonsoir. et il y a Lucille. Bonsoir. Alors vous l'entendez peut-être encore une fois, nous ne sommes pas dans les studios de WeFM, mais nous sommes dans les studios de Amont-en-Poivre. Oui, voilà, je vais pas À préciser. Montempoivre. Oui, Oui, c'est le nom de la station. Ouais, Ah. de tramway. Tu sais d'où elle vient ce nom de son station ou pas? Une histoire culinaire, tu vas me dire? Je sais pas, j'avais demandé. D'accord, non, j'en sais rien. Ça fait Si, l'effet vous- d'une bombe à Montempoivre. Enfin bref. Ah là là, on aurait dû garder cette blague au début. Non ou pas. Qu'est-ce que vous faites à part faire des blagues de merde en ce moment? Bah Lucie, tiens. Bah déjà faire des blagues de merde, ça me prend beaucoup de temps mine de rien. C'est Et, c'est une activité. Attends pas. En ce moment, je me suis relancée dans un marathon X-Files et je suis à la saison 3. Ah, tu te rattrapes pour ce qui va arriver bientôt là. Bah en fait, je les ai déjà vus, mais je crois que la dernière fois que je me suis fait un marathon, c'était en 2006 peut-être. Donc du coup, il était temps que je revoie Bientôt un peu 10 tout ans. ça. Eh ouais. Gaylor, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tout à l'heure, j'ai testé les jeux de Nintendo Post 3. Enfin, en gros, j'ai testé Mario Maker. Et les autres, j'ai joué, mais je n'en parlerai pas. Ils sont horribles. Et c'est bien Mario Maker ou pas? C'est vraiment très cool. Ouais, Ouais, ça, ouais. ça a l'air très cool. Hein. Ça sort le 11 septembre. C'est vrai que ça vaut le coup du Wii U. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est un jeu qui va jouer en 2 tours. C'est ça. Merci, j'attendais une réaction Oh là comme là. ça. Et j'avais entendu Mario Baker, je me suis dit, j'ai pas dû regarder le C'est même Cooking 3, mais Mama voilà. version Mario. Et toi Zep, qu'est-ce que t'as en ce moment? Bah moi je reste dans les comics parce que j'ai commencé Batman Arkham Knight sur Oh. PS4 et qui me fait horriblement chier. Parce que c'est pas bien ou c'est dur? Bah non, mais l'histoire de se battre enfin j'ai l'impression de jouer à World of Tanks en fait dans Batman parce que tu te bats avec la Batmobile, tu fais que des coups de canon, c'est un peu relou. Oui, c'est vrai. La Batmobile, ça devient un sidekick en fait. À la limite, on pourra en C'est un parler une deuxième fois dans personnage, c'est un deuxième personnage. Dans un Alors, les DLS, hein, parce que c'est pas notre émission. Ou alors les bulles, c'est des comics. Ah oui, c'est vrai, merde. Ah, J'avais oublié le concept de... Non, mais il y a- en plus, il y a Bravo. un véritable Arkhamverse en fait qui existe maintenant. Oui, il y a des comics Oui, oui. tirés du jeu vidéo Ouais, qui lui-même que tirent du je comics. reçois, c'est vrai qu'elle m'a dit. Et moi je me présente, je suis Eric, donc hein. Tu fais quoi? Bah, en ce moment, je regarde Penny Dreadful et je lis Riyad Satouf, La vie secrète des jeunes. Et je rigole tout seul dans le métro et les gens me regardent bizarrement. C'est un peu trop drôle. Voilà. Ça me donne envie. Avant de commencer l'émission, quelques petites choses à préciser. Déjà, on va souhaiter un bon anniversaire à Lane. Voilà, joyeux anniversaire Lane. Je sais pas quel âge elle a, mais Joyeux déjà 25, hein, c'est toujours gentil. On ne dit pas l'âge des filles. 25, En dessous de 30 ans, on 25, ne dit un pas. truc comme ça. Non, je crois qu'elle a En dessous de 20. 35, t'as Je dit? crois qu'elle a 22. Ah ouais, Non, je dis en dessous de 30, on ne dit plus l'âge. Elle reste majeure, rassurez-vous. Major. Major. RS Major. Comme vous le savez certainement, cette émission n'est donc pas diffusée sur Synops Live puisque Synops Live a disparu. C'est il y a pas quelques vrai. jours On maintenant. l'a pas retrouvé depuis. Vous nous avez téléchargé donc directement sur iTunes ou sur le site de Radio Kawa. Ce sera comme ça désormais toutes les 2 semaines jusqu'à la création de l'antenne, sûrement au début du mois de septembre. Enfin au début, dans le mois de septembre, hein, soyons honnêtes, on va pas vous faire de fausses joies. Un bisou à Inks. Ouais. Je sais pas. Pourquoi Bah, Bisous pourquoi pas. maman. Elle t'écoute pas, je le sais déjà. Si elle écoute. Non, c'est mon papa qui écoute. Bah il écoute forcément. C'est pour ça que j'évite de dire des gros mots dans les podcasts. Ah. Moi j'en dis tout le temps quand même, mais j'essaie de faire un effort. Enfin bref. Tout ça dit pour dire, encore une fois, merci à l'équipe de S. Ah bordel, de ZQSD. J'ai écrit, hein, c'est Ah oui, oui, les micros, c'est Mais oui. super sympa, les Merci mecs, encore c'est une super fois. sympa. Ils sont Pas cool trop au micro, Josh positionné Lemon, merci, les gars. Du McFlurry au spéculoos dessus. On Ça vous me gratte un nettoiera, peu la c'est moustache, sûr. mais j'aime bien. Ah, j'aime Voilà, bien je- brosser voilà. la barbe dessus aussi. Et on vous paiera un coup à l'occasion. T'as pas de barbe, Lucie, il sait pas. Enfin, ça la radio. Pourquoi Comme d'habitude, vous nous retrouvez sur Twitter commentez l'émission sur Twitter @comicsoutcast pour nous faire vos suggestions et
Merci d'avoir fait ça. C'est un vrai plaisir. Pour nous faire vos suggestions et faire vos commentaires. Je vous fais quand même le petit sommaire de ce soir parce que c'est intéressant. Hein. On va vous parler de la BD de Legendary Red Sonja. On va vous parler de Silk chez Marvel et de Spider-Gwen également. On va vous faire découvrir True de chez Image Comics. Et enfin, on va vous parler du dessin animé Batman vs Robin, faut parler, sorti sur Batman. cet hiver en DVD et Blu-ray et compagnie. Comme il c'est le cas numéro 22, c'est parti. Bouya. Alors, je sais même pas, on a même pas les tablés. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah non, mais personne n'a fait bouillard parce que le générique a été mis avant. Bah, on réenregistre tout alors. On arrête. On recommence. D'accord. Alors, on commence par qui cette semaine? Qui veut faire quoi? T'as présenté Legendary en premier. Oui, tant qu'à Autant faire, suivre ça le sort devant un sommaire. thème. Voilà. Ok. Effectivement, Le donc on sommaire, va là, c'est parler important. de Legendary Red Sonja, qui est une bande dessinée de chez Dynamite Publishing. Et c'est Lucille qui va nous en parler ce soir. Honneur à toi. Et effectivement, donc Legendary Red Sonja, l'auteur c'est Marc Andreyko, qu'on a pu voir dans Torso, Manhunter. Il a aussi travaillé sur Batman. Décidément. Bah voilà. Batman Street of Gotham. Au dessin, on a un petit nouveau entre guillemets qui s'appelle donc Anek et qui effectivement n'a pas fait grand chose jusqu'ici. Il a participé à Battlestar Galactica Steampunk, donc on va pouvoir constater que c'est un peu son créneau, le Oh my steampunk. gosh. Le titre me fait très peur. Ouais. Je sais pas si j'ai vraiment envie de le lire. Non, ça Non va plus. défoncer sur les français. Mais donc déjà présenter un petit peu ce qu'est pourquoi Legendary. Donc Legendary, c'est une collection lancée par Dynamite qui a décidé en fait de prendre plusieurs de ses grands héros et de les plonger dans de nouvelles aventures. Donc d'abord tous croisés ensemble, puis quelques aventures individuelles. Et le tout en fait dans un univers totalement steampunk et renouveau. Donc l'arc, on va dire, où ils sont plein de héros dedans, donc ça s'appelle Legendary Steampunk Adventure. D'accord. Pour le moment, je crois que c'est terminé d'ailleurs. Ouais, Ça il n'y a qu'un seul tome en fait. Voilà, ça comporte 7 issues, donc un seul tome. Et ça met en scène des héros comme par exemple Vampirella, Green Hornet, ou encore donc Red Sonja. Et en fait, ces 3 héros-là ont bénéficié à la suite de cet arc commun de séries individuelles. Et donc aujourd'hui, on va donc parler de ce qui est consacré à Red Sonja. Red Sonja. Voilà, donc Zéphiriel a des sourires jusqu'aux oreilles puisque c'est un personnage qu'il connaît bien puisque à la base, donc Red Sonja est un personnage issu de l'univers de Conan le Barbare. On dit pas Conan? Ouais, Conan le Tu veux Barbare. refaire ton avis sur les Non, désolé. Non, Ok. mais si, mais alors déjà, oui, rien que sur Red Sonja, parce qu'il y a plein de gens qui disent Red Sonja. Oui, je l'ai dit une fois tout à l'heure dans le McDo, Voilà. ça va. Oui. Et du coup, ça m'a Sonja intrigué, Poche. donc j'ai googlé ça et je suis tombée sur des forums entiers où les gens, en fait, se disent alors, est-ce que c'est Red Sonja, Red Sonja? Et en fait, il y a des discussions passionnantes de linguistique où ils disent ils s'appuient sur plein de choses et donc, visiblement, ça se dit Red Sonja. Donc Ouais, maintenant, en fait, le c'est débat c'est est russe clos. à la base et c'est on prononce Sonia. Bah voilà. D'accord. Bon, bah, c'était ce genre de choses, donc Zef vient Ah, de c'est vous. mon, vient de vous- c'est mon credo. Voilà, bah c'est ça. Bah, du coup, tu pourras peut-être nous parler tout à l'heure un petit peu de ce que tu sais à propos du personnage de version canonique. Oui, rapidement. Oui, ce sera Tes intéressant. lectures russes, tout ça. Donc, au niveau de Legendary Avocat. Red Sonja dont on parle aujourd'hui. Donc, c'est une série qui a débuté en février 2015. Pour le moment, il y a 4 issues qui sont sortis. La 5e ne devrait pas tarder. Ouais. Oui, en fait, on est le 29 juin. Excusez-moi, j'ai pas Ouais, dit bah, au de début. toute façon, on est 2 jours avant la Oui, diffusion. mais c'est un donc, podcast, ça toujours va un être- podcast, donc on s'en fout. Voilà. À l'arrache. Voilà, Donc, il fait chaud. dans ce comics, Red Sonja est ici donc une sorte de pirate mercenaire. Elle a un gros bateau, elle a un gros équipage, c'est elle la chef, et elle navigue donc sur les océans sous les ordres de personne d'autre qu'elle-même, parce que c'est une femme indépendante et qu'elle tabasse. Et qu'elle est badass. Elle est méga Elle est badass. méga badass. C'est Sans une Red femme de Woman, poids, aussi, c'est une Robin femme Man. de caractère, là-dessus il n'y a absolument aucun doute. Mm. Alors qu'elle fait un jour escale avec son gros bateau donc dans le port de Big City. Bah, Alors, ça vous s'appelle avez comme ça. les hein. villes, Small Voilà. City, Vous Large savez pas. City. Je sais pas comment je vais Medium l'appeler. City. Voilà. Donc elle se retrouve, en fait, elle va dans un bar tranquille, c'est un une petite gros soirée bar taverne tranquillou bilou, et elle se retrouve en fait au milieu, Big Bar. au milieu d'une Big tentative bar. d'enlèvement en fait d'un vieux monsieur qu'elle aura bousculé par erreur en entrant dans le bar, c'est comme ça qu'elle l'a repéré. Donc cet homme est sur le point de se faire enlever par des créatures un petit peu surnaturelles, et Red Sonja, n'écoutant que son courage et voyant aussi l'opportunité de donner quelques coups d'estoc bien placés, bien sûr essaie de s'interposer et de sauver le vieux monsieur. Par contre, elle échoue parce qu'effectivement arrive un autre personnage surnaturel qui en gros fout un peu le bazar, etc. Donc le vieux est quand même enlevé et on découvre que ce personnage surnaturel n'est autre que
la fiancée de Frankenstein. Voilà. On défonce tellement. Voilà, donc déjà là ça pose directement les bases. Donc je ne raconte pas la suite en détail parce que j'ai vraiment envie que vous le lisiez. Ça, en gros, je vous ai résumé le premier issue. Qui pose vraiment les bases de l'univers. Le fait de se retrouver nez à nez avec la fiancée de Frankenstein, ça nous permet de nous rendre compte donc que du coup, Red Sonja, dans son univers steampunk, se retrouve notamment plongée dans l'univers, bien sûr adapté, du docteur Frankenstein. On va aussi pas mal croiser des références à 20 milieux sous les mers. Oui. Donc vraiment, on est à la croisée de plein de références du 19e et compagnie. Et c'est vraiment ça m'a... Enfin, j'ai lu le premier, je me suis immédiatement abonnée. Pour vous dire l'effet que ça m'a fait. C'est pas exceptionnel, je veux dire, le dessin est pas spécialement fou, l'histoire est pas forcément vraiment... je sais pas, originale, extravagante, etc. Mais franchement, on est immédiatement plongé dans l'action, c'est très efficace, c'est vraiment très 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 prenant. Et plus on avance dans les issues, en fait, et plus on se rend compte que la croisée de tous ces mondes est vraiment vraiment très bien. Red Sonja est un personnage qui est très intéressant, à défaut d'être vraiment attachant, parce que finalement on sait pas grand chose d'elle, mais peut-être que son personnage est un petit peu plus approfondi dans le Legendary global, dont Zef nous touchera un mot tout à l'heure, puisque à la suite de la lecture de Red Sonja, il s'est penché sur la... la suite de l'arc général, voilà. Le préquel. Mais dans tous les cas, le personnage de Red Sonja est vraiment cool parce que, pour parler vite fait de la Red Sonja canonique, c'est un personnage qui a vraiment été créé il y a des années, donc à un moment où le comics n'était pas très féministe friendly, on va dire, et vraiment le personnage de Red Sonja, son but c'était d'être sexy, sexualisé, d'être le love / sex interest de Conan. Pour vous faire un petit résumé, dans Conan le barbare, Red Sonja c'est une guerrière qui est en bikini en plaques. D'accord, donc voilà. C'est son seul... Donc rien à voir dans cette série. Exactement, donc très voluptueuse et elle a vraiment rien sur le dos. Le but du jeu c'est qu'elle soit à moitié à poil et elle est souvent dans les comics. Un faire-valoir, rien de plus. Voilà, là c'est plus du tout le cas, donc même si depuis Red Sonja a eu ses propres histoires, ouais, voilà, puisque par exemple en ce moment en parallèle il y a une autre série sur Red Sonja qui s'appelle Red Sonja Vulture qui puise dans son univers original et qui est très différent, dans lequel c'est aussi une femme forte, etc. Donc elle a un peu quitté ce côté très sexuel et compagnie. Là en fait le seul élément qui vraiment rapproche la Legendary Red Sonja à l'ancienne, c'est le fait qu'elle garde son haut de bikini en plaques, mais c'est sous une veste imposante, elle a des godillots, elle a un pantalon de marin, c'est un vrai marin, voilà, elle a des goggles, elle est quand même etc. attirante comme femme, alors mais elle est n'est pas non attirante, plus à poil. Exactement, elle est pas à poil. À un moment vite fait est évoqué on va dire sa sexualité, etc., où elle montre bien qu'elle fait ce qu'elle veut de son corps, elle en a rien à foutre. Elle se sert des hommes et voilà, que si besoin elle couche à droite à gauche, elle en a rien à secouer, mais que c'est pas forcément une fin en soi, et que elle, l'important, ce qui l'intéresse dans la vie, c'est de faire ce qu'elle veut. Donc c'est fait qu'en plus c'est un personnage qui est agréable parce que elle tabasse, et même si elle est jolie et sexy, c'est pas son intérêt principal. Ouais, c'est pas une plante verte, quoi. C'est pas du tout une plante verte, et ce qui fait que même si on n'en sait pas forcément plus que ça sur elle, ça reste un personnage féminin qui est très agréable à suivre. Voilà, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur et c'est pour ça que ça me fait très plaisir d'en parler aujourd'hui. Je suis venue avec mes petits comics papier que je chéris et j'attends avec impatience le 5e. J'ai une petite question. Tu parlais de deux personnages tout à l'heure. C'est pas le même qui évolue ou qui passe une porte, un portail interdimensionnel ou je sais pas quoi. C'est vraiment non, là c'est vraiment autre chose. D'accord. Mais c'est le cas pour les autres personnages. Comme aussi, si je disais Batman dans le comics et mettons une adaptation du dessin animé de Batman, quoi. C'est deux Batman différents. C'est deux univers différents. Là c'est deux univers complètement différents. C'est un univers steampunk. Voilà, okay. Dans lequel ils utilisent des personnages canoniques, on va dire, de chez Dynamite. D'accord. Ok. Gaylor, puisque tu as la parole, qu'en as-tu pensé ? Moi j'ai beaucoup aimé. Alors, dès que j'ai vu la couverture, j'ai eu un petit peu peur. J'ai pensé à Lady Mechanica que toi tu avais adoré, Zef. J'ai envie de rigoler. Et moi j'avais pas du tout accroché. Bon, on va pas revenir là-dessus. Et j'avais un petit peu peur ce côté genre cette pose que prennent les filles des fois dans les comics. À la fois je monte mes fesses et mes seins. Je suis oh là là, c'est un truc encore un peu lourd. C'est les dessinateurs qui le font. Oui, voilà, tu vois, mais je sais que les covers et l'intérieur c'est pas forcément la même chose, mais tu vois, forcément, ma première réaction, j'ai eu un petit peu peur, tu vois, vu que c'est Dynamite comme Lady Mechanica. Première réaction, je fais oh là là, dans quoi je vais tomber. Et en fait, c'est comme tu disais, ça révolutionne pas le genre, tu vois, on suit un personnage qui avance, qui fait ce qu'il veut, et chaque case ça avance. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce comic, c'est que ça va très vite. Tu lis un chapitre et chaque case avance, il n'y a pas 1000 dialogues, ça va direct droit au but. Et j'ai du coup lu les 4 chapitres
Parce que c'est ce que je fais quand on me propose 3 chapitres, si ça me plaît. Tu lis le 4ème. Je lis le 4ème ou le 5ème, voilà. Tu transgresses les règles. Des fois, je m'arrête à 2 quand ça me plaît pas et je le lis pas. Et là, ça m'a vraiment plu parce que à la fin, t'as ton petit cliffhanger, pas un truc de ouf non plus, mais comme tu disais, il y a des petites références à 20 milieux sous les mers, il y a, à la fin du 1, il y a ce truc avec Frankenstein, tu fais, ah ouais, d'accord, ok, allez, par curiosité, je vais lire le 2, puis le 3, puis le 4, et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment bien, et j'étais agréablement surpris. Voilà, je connaissais pas le personnage, j'ai vu le nom passer, je le connaissais de nom, ça fait partie de ces comics que j'ai pas lu, ce genre de trucs, je sais que je passe à côté. Toujours là. Voilà, ouais. sont toujours là dans les listes des trucs, tu sais, sur les étals des comic shops ou mis en avant. Voilà, mais que j'ai pas eu le temps ou je trouvais pas forcément intérêt et je remercie Comics Outcast, je remercie Lucie, c'est vraiment voilà, très intéressant à lire. Merci Gaylor. Zef, le connoisseur. Le connoisseur. En fait, moi j'ai kiffé, mais on s'en doutait déjà. Pour le coup, en fait, je reviens au début. Moi, effectivement, Legendary, donc Steampunk Adventure, j'ai lu après avoir connu Red Sonja Legendary, parce que Lucille un jour m'a envoyé un truc en disant regarde ce qui sort, Red Sonja Steampunk machin. Je fais ok, je suis chaud, je l'ai lu. et donc du coup, en fait, le Legendary il prend la base, mais je n'ai pas l'impression que ça part. Enfin, j'ai l'impression que Red Sonja se passe bien longtemps après. Au final, c'est un espèce de préquel en fait où on suit effectivement une nana qui a perdu la mémoire et qui va rencontrer en fait plein de super-héros de cet univers-là, donc Vampirella, le Green Hornet, tout ça en fait. Et encore une fois, vous l'avez dit, on l'a tous dit, ça révolutionne pas le genre, mais c'est cool parce qu'effectivement l'histoire avance et elle avance vite. Et à chaque fin de chapitre, boum, il y a un nouveau héros qui apparaît, il y a un nouveau truc, il y a encore de l'action, il y a encore machin. Et il y a vraiment du what the fuck total en fait. On se retrouve avec l'homme qui valait 1 milliard. Mais dans la version steampunk du truc, quoi. C'est vraiment ouf ici. Moi, j'avais kiffé Mars. Et donc, du coup, sur le préquel que je conseille aussi, est vraiment, vraiment sympa. Sauf que finalement, il y a qu'un seul tome et après, ça s'arrête. Et sur Legendary, Red Sonja, c'est pareil. On retrouve un personnage que moi, je kiffe. Alors, j'ai lu pas mal de comics sur Red Sonja, mais c'est un peu le comics qu'on lit comme Vampirella. En fait, on lit sans vraiment accrocher ou pas à l'histoire. On lit juste parce que c'est des beaux dessins de femmes plantureuses qui sont cool et qui sont badass. Moi, je le lisais beaucoup pour ça, je l'avoue. Et au final, c'est exactement ça. En fait, c'est une nana qui est badass. On se retrouve avec du what the fuck total. Enfin, la fiancée de Frankenstein, quoi. S'il te plaît. Oui, elle apparaît à la fin du premier. C'est tellement badass. En plus, elle ressemble trop à Sylvanas, quoi. Putain, c'est vraiment trop. Tu t'attends pas forcément à voir elle. Enfin, c'est un personnage qui est masqué pendant tout le premier. Premier titre et tu t'attends pas à ce que ce soit elle, peut-être un autre mais le twist du dernier épisode, quand j'ai vu le truc, je me dis mais putain, voilà, c'est ça qu'on veut. Enfin, c'est vraiment une bonne série. Non, c'est pas une série qui casse des briques, ça vaut pas un bon Batman, ça vaut pas plein de trucs, mais pour le coup, pour se détendre, pour avoir un dessin qui est pas trop dégueulasse et qui tapasse plutôt pas mal, qui a de bonnes couleurs parce que ça sort super bien et qui sort vraiment du lot, moi je conseille largement le truc. Puis finalement, quand tu connais pas la super héroïne, ça peut te donner, enfin moi pour ma part, du coup ça me donne un petit peu envie d'explorer un peu le truc. Du coup, ce qui est bien aussi, c'est que si jamais vous connaissez pas du tout le personnage de Red Sonja, vous pouvez très bien lire Legendary Red Sonja sans même avoir lu même Legendary avant, ce qui était mon cas. Et je le conseille quand même parce qu'il est cool, mais complètement ça se dit indépendamment sans problème. Mais voilà, tu peux commencer ça sans avoir besoin d'en avoir lu 200 derrière, et ça tu sens que ça te fait pas forcément dépenser des sous pour passer aux autres trucs. Puis surtout l'apparition est pas oufissime. Moi je pense que je vais lire les autres tie-in qu'il y a derrière, Vampirella, Green Hornet, tout ça, il y a plein de trucs qui doivent être super cool. Des liens. Et du coup, oui, dans ce que tu le disais, en fait, c'est quelque chose d'assez léger, en fait, qui se prend vraiment pas la tête, qui se prend pas au sérieux. Et en fait, moi, j'aime pas du tout, enfin, je suis pas particulièrement fan de l'univers steampunk, encore moins des femmes, mais du coup, et encore moins des pirates et compagnie, donc je suis vraiment pas parti conquis par cette histoire, mais très vite, en fait, tu vois la légèreté du personnage, le côté justement indépendant et justement qui n'en a rien à faire, et on voit que les auteurs, ils essayent de forcer ça dans le texte, et les personnages sont tous très détendus, très rigolos, bon, à part les méchants qui sont un peu sérieux, mais même au final, un des méchants qui arrive un peu plus tard, dont on parlera plus tard, enfin, dont on ne parlera pas, il a pas l'air si méchant que ça, en fait. En fait, je trouve que ça fait très binaire, quoi. T'as le gentil qui est très gentil, qui veut aider les gentils, parce qu'au final, c'est un gentil. Et t'as le méchant qui est méchant, qui veut dominer le monde. Et en fait, mais qui le fait. Voilà, c'est pas. En fait, même dans Legendary, dans le préquel, en fait, c'est vraiment binaire à mort, en fait. Et c'est, enfin,
on retrouve vraiment les trucs des années 30 en fait. Je trouve qu'il y a vraiment un côté, enfin dans Legendary il y a le fantôme du Bengale quoi, c'est exactement ça, c'est vraiment la même posture du truc quoi, c'est binaire, c'est le gentil qui est gentil qui va aider les gentils et puis basta quoi, le reste on s'en fout. C'est ce qui fait que c'est efficace aussi. Voilà, c'est super efficace. C'est pas de moralement casser les trucs. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est agréable. Donc voilà, c'est chez Dynamite et on va dans toutes les bonnes crèmeries. On va passer à la deuxième revue de ce soir. Il s'agit de Spider-Gwen et c'est Geller qui va nous la présenter. Spider-Gwen évidemment, on entend Spider donc bon, c'est Marvel hein. Oui, et on entend Gwen et du coup, qu'est-ce que c'est breton. Spider-Man bretonne, ça serait vachement bien ça. Elle lance des je suis sûr qu'il y en a un. Super breton. Il y en a un dans Spider-Verse, on l'a pas vu encore. Il doit dedans. Elle se bat avec des morceaux de Kunyaman. Bon. C'est ça, il balance un Bref. morceau de Elle galette partout, tu peux plus bouger. Oh mon dieu, du beurre de beurre. galette bretonne. Alors, Spider-Gwen, qui c'est? Spider-Gwen, c'est un perso qui est apparu dans Spider-Verse, enfin plus particulièrement dans Edge of Spider-Verse, qui est une espèce de préquel au gros event qui est sorti l'année dernière. On en a parlé dans un podcast dont on avait parlé, oui. Et c'est un des personnages qui a beaucoup plu au lecteur. À savoir, donc, comme le sous-entend le titre, Spider-Gwen, en fait, c'est un univers, enfin, elle est issue d'un univers dans lequel ce n'est pas Peter Parker qui s'est fait mordre par l'araignée, c'est Gwendoline Stacy. Gwendoline. Oui, Gwen. Gwenaëlle Stacy. Alors, je précise, elle ne se fait pas appeler Spider-Gwen dans le comics, hein, si on t'imagine la couverture de merde, quoi. Gwen, mais ça me dit quelque chose, une Gwen. Elle est blonde, elle est athlétique. Donc c'est Spider-Woman, c'est la version Spider-Woman de la Terre, j'avais noté de la Parfait. Terre 55, voilà, Détail. voilà, elle fait partie d'une de ces réalités dans laquelle il y a un Spider-Man, et il se trouve que là, pour une fois, c'est une Spider-Woman, et c'est une Spider-Woman donc qui prend part dans un univers où Peter Parker ne s'est pas fait mordre par l'araignée, mais il est toujours ce gosse qui fait un peu des expériences un peu cheloues et il veut ressembler à Gwen. Alors, je sais plus trop pourquoi, mais il devient en gros le méchant de ce comics. En fait, il devient le lézard. D'accord. Dans le Edge of Spider-Verse 2. Donc là, je ne spoil pas encore Spider-Gwen. C'est juste ce qui se passe avant. Je ne sais pas encore. Pas encore. Donc non, mais je vais pas le faire. Je vais essayer de pas le faire. Et donc en fait, ça c'est le contexte. Et il y a une espèce de combat. Peter décède. Et dans cet univers-là, il faut savoir aussi que son père, à Gwen, le capitaine Stacy, est toujours en vie, c'est le chef de la police. Et donc on est toujours dans ce rapport entre Spider-Woman qui est perçue comme une méchante par la police, par les médias, enfin plus par la police, mais il y a toujours cette ambiguïté parce que il l'aide quand même. Voilà, parce que à la fin de justement ce chapitre-là, Gwen avoue son identité à son père. Donc du coup, il y a une espèce de la police qui est contre Spider-Woman, mais le capitaine qui sait que sa fille a fait des bonnes choses, mais il n'y a pas les preuves qui sont là pour la disculper ou ça, enfin voilà. Et du coup, ça a tellement bien fonctionné que c'est le seul personnage après le Spider-Verse qui a eu le droit à son propre titre. Et donc ça reprend toujours place dans cette terre, la Terre 55, et ça prend part en fait après cette histoire, cette origin story que je viens de vous raconter. Et toujours la même équipe en place, à savoir au scénario Jason Latour, qu'on avait vu sur Wolverine and the X-Men, et au dessin un petit nouveau qui s'appelle Robbie Rodriguez, qu'on a vu sur quelques chapitres aussi de Wolverine and the X-Men, mais qui est qui est un tout jeune dessinateur chez Marvel, et qui s'en sort plutôt pas trop mal. Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi je trouve ça plutôt joli moi je kiffe vraiment le dessin. C'est vraiment dynamique. Enfin moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'identité visuelle du titre, les couleurs sont incroyables. En fait t'as l'impression qu'ils veulent pas se rapprocher du tout de Spider-Man. Voilà, ils font un vrai univers graphique à part. Et puis ils essayent de faire un truc très moderne. Alors ça m'a fait un petit peu penser, parce que Gwen fait partie d'un groupe de rock avec Marie-Jeanne dans cet univers qui s'appelle The Mary Janes. Ouais. Ça m'a fait un petit peu penser à, vous vous souvenez quand on a parlé de Jem et les hologrammes. Ouais. Il y a ce côté un petit peu les onomatopées, enfin les paroles des chansons qui sont écrites en rose fluo. En fait moi ça me faisait penser à Infamous 2, en fait il y a une nana qui a des pouvoirs un peu néons. Et pour le coup, le type de couleur et de graphique, en fait, ça me fait vachement penser à ça. Le dernier Infamous sur PS4, là, avec ses pouvoirs roses, là, et tout. Ouais, d'accord. Pas Infamous 3, tu vois. Oui, non, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et c'est un peu ça, en fait, dans les couleurs. C'est des couleurs très péchues, et ça fait partie complètement de l'identité visuelle du personnage. À savoir que le costume de Spider-Gwen est violet et bleu. Enfin, il a rien à voir avec le costume de base de Spider-Man. Elle a une espèce d'effet négatif, en fait, quand elle met sa oui, voilà, capuche. elle a une l'impression de voir que l'intérieur, mais pas l'extérieur. C'est super cool, en fait. Son visage brillait. Ouais. Donc, je parlais quoi en fait, voilà, dans ces premiers chapitres de Spider-Gwen, on en apprend un petit peu plus sur sa vie. Donc, elle fait partie de ce groupe de rock. Elle est un peu pourchassée par les flics. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans sa vie Voilà, bon, c'est un petit peu tout ça. En fait, moi, j'ai bien aimé le titre, visuellement parlant.
Au niveau du scénario, de l'ambiance, Il n'y a pas vraiment de plot en fait. Voilà, pour c'est ça. l'instant, qui s'installe quoi. C'est tout, vraiment- tout est lancé un petit peu au hasard, Ouais. il se passe pas grand chose. Et là, apparemment, elle est en train de se battre contre le vautour. Voilà, unique spoil que je ferai sur Spider-Gwen. Parce qu'apparemment, le vautour fout la merde et elle a envie de bien se faire voir. Elle a envie d'être une héroïne, comme tous les autres Spider-Man qu'elle a aperçus juste avant dans Spider-Verse. Elle a envie d'un peu de. Elle va en faire plus en fait. Voilà, c'est ça. Elle veut. Présente sur la scène. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, 3 chapitres qui se lisent assez. J'ai pas trouvé que ça se lisait aussi bien que Red Sonia, dont on a parlé à l'instant. J'ai trouvé qu'il y avait des. Ouais, je trouvais que ça. Il y a beaucoup de bonnes idées. C'est vachement bien d'avoir mis ce perso en avant. Mais il manque quelque chose, je trouve. On est encore au début. Il manque un Voilà. truc qui démarre vraiment la série parce que pour l'instant on a l'impression que c'est ok, on a lancé la série, c'est cool parce que les gens le demandaient, mais au final, à part visuellement un truc qui donne et le fait que voilà, il y a un nouveau héros qui change vraiment mais qui reste une araignée machin. En fait, Il n'y a pas encore de. ça fait partie. J'ai l'impression que c'est un titre qui a été vraiment lancé un petit peu comme ça au hasard parce que après son apparition dans Spider-Verse, il y a eu beaucoup de fans qui se déguisaient en cosplay, tout ça, et beaucoup de dessins. Enfin, il y a eu un gros mouvement autour de ce personnage. Du coup, j'ai l'impression qu'ils ont lancé ce titre un petit peu au hasard. Ils ont rappelé l'équipe qui avait fait le chapitre Edge of Spider-Verse 2 en leur disant bon, les mecs, ça a super bien marché, faut que vous balancez la sauce. Et le pire, c'est que ça marche, ça se vend super bien. Ça s'est vendu à 200 000 exemplaires. Ouais, peut-être qu'ils attendent qu'il y ait C'est- un vrai mouvement restant en fait, en se disant Mm. ok, au bout de 4-5 épisodes, il y aura peut-être vraiment une clientèle qui sera toujours là et vraiment lancer un plot à ce moment-là, quoi, Mm. parce que pour l'instant. Alors après, reste à savoir si ça va faire partie de ces titres qui vont se fondre, enfin fusionner avec tout ce qui se passe en ce moment dans Marvel, savoir Secret Wars. Est-ce que c'est un perso qui va sortir après, qui va revenir dans l'univers 616, c'est ça J'oublie tout Ah, le temps. 616. Terre 616. On sait pas, on sait que ça va arriver pour Miles Morales. Ouais, c'est vrai. Il va changer. Elle, je sais pas, je la vois bien continuer son titre, enfin vraiment dans son univers à part, sans pour autant que sa réalité elle soit chamboulée par tout ce qui se passe en ce moment chez Marvel, quoi. D'accord. Ça En pourrait gros, durer encore 10-12 chapitres, je sais Parce pas. que là, elle est liée que à cause de Spider-Verse, c'est tout. Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'un des dans Edge of Spider-Verse, en fait, il y avait 5 chapitres, 5 Spider-Man différents, Ouais. dont Spider-Woman, donc cette version de Spider-Woman en plein milieu. Et c'est elle qui a vraiment le plus conquis les fans. Ouais, quoi. mais je Dès la présentation de la cover, dès le. Je pense qu'il y a un truc. En fait, il y a un truc sur Gwen Stacy. En fait, c'est plutôt ça parce que Voilà, tous- c'est ça, Tous oui. les fans, Mm. tous les fans enfin, C'est un personnage Moi- qui est moi- parti vraiment trop voilà. tôt. voilà. Moi, perso, quand j'ai vu que c'était Spider-Gwen et c'était Gwen Stacy qui était en vie et qui en plus prenait la place de Peter Parker, j'ai sauté sur le truc. Je suis Mais obligé comme de tout le dire monde, ça. ouais. Ouais. Et au final, tu le lis parce que t'as envie de voir Gwen Stacy, je pense. Mais c'est T'as ça, en fait, envie de voir l'histoire en fait, avec tu elle, vois Gwen mais, Stacy dans la peau de Parker, enfin Ouais. sans vraiment dans sa peau, mais avec ses problèmes à elle. Voilà, Elle a c'est pas ça, sa en vieille fait. tante malade, mais elle a son père qui est chez les flics, et ça pose un petit problème de conscience c'est par rapport à ce exactement qu'elle ça. fait. Et du coup, je pense que les gens suivent pour ça, mais bon, même s'il n'y a pas de plot ou s'il n'y a pas une grosse histoire qui suit derrière, le personnage est cool, il est bien dessiné, enfin, il a des bonnes répliques, il est Mm. plutôt sympa. Oui. Au final, je pense que j'espère que c'est un personnage qui va rester et qui vont créer peut-être son histoire à elle directement. Ce serait plus D'accord. cool. Lucille, qu'en as-tu pensé? Moi, je me suis un peu ennuyée. Déjà, c'est difficile justement à rentrer dedans quand on n'a pas lu le Spider-Verse. Et comme je ne suis pas une grosse fan de Spider-Man, je n'ai bien sûr pas du tout lu le Spider-Verse et je n'ai pas du tout envie de le lire. Enfin bref. Donc déjà, oui, c'était pas très évident de se plonger dedans. Et puis donc le souci, c'est simple, ça a été vraiment représenté par Gaylord qui ne sait pas comment résumer les 3 issues qu'on était censé lire pour Spider-Gwen. C'est que du coup, il se passe pas grand-chose. À un moment, elle croise plus ou moins l'univers de Daredevil puisque il y a un Ah, j'ai oublié de méchant parler de qui, ça, voilà, ouais. il y a un méchant en fait qui Enfin, il y a tout un tas d'histoires. Je suis pas bien sûre d'avoir tout compris, mais en gros, à un moment, il y a un méchant qui dit à la police: ah, mais de toute façon, Spider-Woman, elle bosse pour Kingpin. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve aussi dans l'univers de Daredevil, etc. Donc, ce qui fait que si vous n'avez Daredevil, donc ce qui fait que si vous n'avez ni connaissance du Spider-Verse ni de ce qui se passe un peu dans Daredevil, si vous avez vu la série, ça passe. Parce que moi, c'est le seul truc que je connais de Daredevil, ça m'a permis d'avoir des bases. Mais sinon, c'est Caillou. super compliqué de rentrer dedans. Et puis, effectivement, il se passe pas grand chose. J'ai pas forcément d'affinité pour le personnage de Spider-Gwen. Moi, l'effet que ça me fait, c'est que c'est un énorme fanservice. Oui. J'allais le dire, ouais. Voilà. Du coup, n'étant pas fan, Bon, en fait, ça me pas de donne pas du service. tout En fait, j'ai en pas fait, le courage avec- d'attendre qu'il se passe un truc, en fait. Avec Spider-Gwen 1, en fait, t'as pas forcément loupé quelque chose en ne lisant pas Spider-Verse, mais t'as loupé quelque chose en fait en ne lisant pas Edge of Spider-Verse. Tu as ce chapitre-là bien précis D'accord. qui met en Qui place lance. tous ces personnages. Et en fait, quand tu lis Spider-Gwen 1, t'as l'impression d'arriver au 2, tout simplement. D'accord. Parce Ouais, que tout ce que du je te coup, disais, c'est tu vois, super l'équipe tendu, était déjà en place. ouais. En première page, il te résume ça en 3 cases. Ouais, j'ai Genre pas compris non Gwen plus. qui enlève son masque, qui parle à son père. Apparemment, Peter est mort. Oh, dommage. Allez, hop, suivant.
Et t'es là, tu Oui, fais tu bon, sais pas ok. du tout ce qui C'est-à-dire se que même passe, moi qui me donc, souvenais pas trop ce qui se passait dans Spider-Verse 2, je trouvais ça un peu abrupt comme façon de procéder. Sec. Ouais. Zef, qu'en as-tu pensé? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que c'est, bah, comme Lucie le disait, c'est du fan service. J'ai pas lu le Spider-Verse du tout. J'ai suivi ça de loin, de très loin. Je connais quelques trucs dedans. Mais au final, voir Gwen Stacy réapparaître, alors que c'est, comme tu dis, c'est un personnage qui est parti vraiment trop tôt, qui est vraiment dramatique en plus dans l'histoire de Spider-Man et Peter Parker, ça me faisait super plaisir. Mais maintenant, demain, il sortirait un truc avec Mary Jane en Spider-Man, je dirais ok aussi. Dans l'idée, c'est vraiment du fan service pour moi, quoi. Est-ce qu'on va pas rentrer dans un truc où justement tout le monde est spiderisable? Enfin. Si, mais bien sûr, mais comme tout le monde Mais est comme Batmanisable, partout, si voilà. t'as envie de le dire. Quoi. Ouais, Je veux dire, t'as bien le père de Batman qui est devenu Batman. Enfin, t'as plein. Si tu veux, c'est une forme de fan service qui est cool. Maintenant, effectivement, comme je disais, il faut qu'ils mettent un plot, il faut qu'ils mettent un truc qui fasse une grosse histoire, parce que juste voir une adolescente qui joue à Spider-Man, j'en parlerai dans Silk, c'est pas super intéressant au final. On a envie de voir autre chose derrière, et bon, pour l'instant, c'est du fan service, ça fonctionne. Moi, au niveau graphique, j'accroche à mort. Et puis, c'est graphiquement parlant ouais, que ça fait carrément. vraiment une grosse impression ce titre. Ouais. Donc voilà, c'est chez Marvel, vous l'avez deviné. Disponible, enfin peut-être encore, parce que c'est sorti en février, donc dépêchez-vous de voir s'il reste encore des numéros 1 dans vos crèmeries, ou sinon c'est en numérique sur le site de Marvel, ou sur iTunes et compagnie. Enfin, Un petit mot, je pense que quand ils vont le rééditer en TPB, je pense qu'ils vont mettre le premier chapitre Edge of the Spider-Verse 2. Pour qu'on comprenne. Voilà, je pense que c'est vraiment typiquement l'origin story, quoi. Ouais. C'est sans ça, c'est un peu difficile de rentrer dedans. Oui, parce que les 3 cases ne suffisent mais vraiment même, pas à savoir. Au final, même en le lisant, c'est vrai que c'est artificiellement dense, en fait, j'ai l'impression. On nous parle de beaucoup de choses et on n'avance pas trop, malheureusement. Voilà, on va passer à un autre titre, donc Zef l'a un petit peu lancé, on va parler donc de Silk. Notre Spider-Woman. Voilà, encore un titre de chez Marvel sorti à peu près en même temps, à la fin de 2014. Voilà. 2014. Alors je reviens... en février 2015. C'est sorti en début de cette année, oui. Ouais. Alors voilà, ouais, c'est pour ça que je vais faire comme Miguel, en fait, je vais revenir en arrière. En fait, c'est beaucoup plus compliqué en plus. Ouais. Alors ouais, je vais pas m'étendre surtout parce que je connais pas tout. Moi, je pourrais t'aider si tu veux. À la base, en fait, ça arrivait de Original Sin. Bah, tu vas me corriger si je me trompe. Ça arrivait d'Original Sin. Ça a été créé par Dan Slott et par Humberto Ramos. Oui. Donc en fait, dans Original Sin, donc pour ceux qui ont pas suivi l'histoire, qui l'ont pas lu, et je conseille pas de le lire parce que c'est de la merde. Oh non. T'es pas d'accord? Moi, j'ai adoré Original Sin. Le troll. Non, sérieux? Bah, j'en ai parlé dans le premier comics podcast. Ok, rapidement, la première partie est cool, la deuxième partie c'est de la merde. Bon, c'est donc Original Sin, il y a donc Watu qui est le Watcher, le gardien qui enregistre tout ce qui se passe sur la Terre, blablabla, qui se fait assassiner assez brutalement, et l'assassin donc prend ses yeux qui ont enregistré en fait tout les petits secrets de tous les super-héros et de tout le monde d'ailleurs sur Terre depuis des milliers d'années, et à un moment en fait ce pouvoir est relâché, donc toutes les personnes je crois sur Terre d'ailleurs ont eu connaissance à un moment d'un secret qui leur a été destiné, qu'ils n'ont pas forcément connu. Ah oui, voilà, c'est soit un secret qu'elle cache, soit un secret dont elle n'avait pas conscience. Enfin, voilà, c'est ça. Donc par exemple Thor apprend qu'il a une sœur, t'as je sais pas, t'as d'autres trucs qui sont plus ou moins intéressants. T'as Hulk qui a une rancœur contre Iron Man, oui, je sais pas pourquoi encore, je l'ai pas encore lu, bref. Et t'as Peter Parker donc, qui apprend que lorsque lui s'est fait mordre par une araignée quand il était gamin, qui l'a fait devenir Spider-Man, l'araignée n'est pas morte, elle a mordu une deuxième personne derrière, une deuxième personne qui s'appelle Cindy Moon, qui est pas eurasienne mais américano... Vas-y, asiatique, je sais pas comment on dit. Sino-américaine. Sino-américaine, oui, merci. Et donc du coup, qui va devenir, elle de son côté aussi, une Spider-Woman. Sauf que elle est, elle est capturée, elle est pas capturée, elle est envoyée dans un bunker pendant une dizaine d'années pour être protégée en fait de Morlun. Oui, c'est ça, Morlun, le grand méchant du Spider-Verse. Voilà, c'est ça. Pour pas être tuée, et pour protéger sa famille. Elle, donc elle est enfermée par Ezekiel dans un grand bunker. Ezekiel, qui est l'espèce de mentor de Peter Parker et de Cindy Moon, qui en fait, on a appris ça en 2002, il y a très longtemps. C'est Spider-Man, c'est pas vraiment un accident qui l'a fait devenir Spider-Man, c'est pas juste une araignée, c'est une espèce de lignée. Voilà, c'est à ce moment-là, il fallait qu'il y ait un événement qui se produise, et il est devenu Spider-Man, et du coup quelqu'un d'autre est aussi devenu Spider-Man, mais ça c'était bon par accident. Par accident, un peu par accident. Et donc du coup, il y a ça, et donc ça s'est passé en 2014, et donc en 2015, Silk a eu sa série solo. Je crois qu'elle a fait d'autres apparitions dans d'autres trucs derrière. Après, elle a apparu dans donc le tie-in Original Sin dans Spider-Man. Ouais, où ils Peter Parker, dès qu'il a connaissance de ce secret justement dans Original Sin,
tout de suite, en fait, il a la localisation d'où est caché Oui, Silk. il va la chercher, il sait tout sur elle, en ouvre fait. le bunker, il se Il fight un apprend petit des peu. secrets, ouais, voilà, ouais. qui sont même pas les siens. Du coup, il va ouvrir, il va libérer cette jeune femme. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en la libérant, bah, il se rend compte un peu plus tard qu'il a déclenché l'event de Spider-Verse. Et du coup, bah, qu'il a libéré une héroïne potentielle, quoi. Enfin, Oui, voilà, qui devient Spider-Woman, une héroïne potentielle voilà. pour le coup. Et donc, du coup, sa série donc, est lancée cette année en 2015. Donc là, elle est écrite par Robbie Thompson à l'écriture et Stacey Lee au dessin, que je connais pas du tout pour les deux. Je connaissais pas non plus. Non, j'ai essayé Je crois qu'ils n'ont pas fait grand chose à part ça, il me semble. Donc Silk qui vient sortir de son bunker et qui se lance donc un combat contre le crime et qui parallèlement en fait va essayer de retrouver en fait la trace de ses parents qu'elle a pas vu depuis qu'elle était enfermée dans ce bunker. Ils auraient disparu juste après qu'elle se soit. Ouais, exilée. alors on sait pas s'ils sont morts ou ils sont juste disparus en tout cas. vraiment disparus. Pour l'instant, elle est en recherche là-dessus. On apprend des trucs de sa vie passée avant le bunker par des petits flashbacks au fur et à mesure des épisodes qui sont plus ou moins bien amenés. Moi, je suis pas très fan de la façon dont c'est fait, mais pourquoi pas. Sur la forme, Silk, c'est Peter Parker au féminin. Oui, voilà, c'est une Spider-Woman. C'est vraiment ça. Oui. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui se prend des raclés par des méchants, qui met des raclés aux méchants, qui fait des blagues comme Peter Parker et qui surtout travaille dans un journal. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la copie conforme au féminin. On a coupé les couilles et ça a donné ça. Bref, la seule... Quoi, c'est pas charmant? Désolé. Donc c'est la seule réelle différence qu'il y a entre les deux, c'est vraiment son passé et donc qu'on connaît pas du tout au final. On sait pas ce qui s'est passé dans le bunker, on sait pas ce qui s'est passé par rapport à ses parents et c'est tout ce côté blackout en fait qu'on va découvrir au fur et à mesure avec son avancée. Ouais, c'est distribué au fur et à mesure. Ouais, voilà, c'est pas oufissime au niveau. Enfin, pour l'instant, au niveau de l'histoire, j'ai pas trouvé ça dingue. Je suis pas plus fan que ça. Il y a des petits moments assez cool avec la rencontre avec Parker, avec les Fantastic Four un peu plus tard. Au niveau du dessin et de l'ambiance, j'ai ultra kiffé ma race. Oui. Mais c'est vraiment perso. C'est partagé. Il y a un côté ultra cartoon en fait dans les dessins, un côté même au niveau de la colorisation. En fait, non, mais c'est vrai. Un côté un peu pastel que moi j'adore. Il y a beaucoup moins de sérieux que sur les autres séries au niveau des combats. Genre le premier combat. Compare ça avec Spider-Gwen, tu vois, ça se prend beaucoup moins la tête. Quoi. Ouais, carrément. Bah, là, le premier combat, on ouvre les premières pages, elle se fight contre un gars. Genre, le gars il s'appelle Dragon Claw, s'il te plaît. Oui. Et ils font directement une référence au Pokémon. Ah oui, il y a le premier réplique. Ouais, c'est la première réplique. Hey, mais t'es pas un Pokémon toi? Et puis après, mais Pokémon ça existe toujours ou... C'est pas pour moi, je demande. Elle est pas sûre, c'est pas parce pour moi. qu'elle était loin pendant 10 ans. Et donc du coup si elle savait. On a une meuf qui est un petit peu badass finalement parce que quand elle s'énerve vraiment on voit qu'elle a du power quoi, tu vois. Et à côté de ça il y a aussi un espèce d'homme de l'ombre qui est derrière, on sait pas trop mais il ramasse les choses du combat. Oui, parce que elle retourne dans son bunker par moment. Oui, voilà. Et en fait dans ce bunker il y a une caméra. Et derrière cette caméra, il y a 2 personnes dans l'ombre qui l'observent. Et qui envoient des méchants sur elle et qui ramassent après les preuves en disant tiens, ramasse son sang, on va voir ce qui s'est passé, machin. Donc on sent qu'il y a un plot qui va venir. J'ai peur qu'il soit un petit peu décevant parce que un petit peu obvious, j'ai l'impression. Mais ça reste une série qui pour moi est cool. Enfin, je suis assez fan en fait des femmes un peu badass pour le coup. Elle a un dessin qui est cool. Elle me fait penser un peu à, j'en ai parlé hors antenne tout à l'heure, mais elle me fait penser beaucoup au relaunch, au mini relaunch qu'il y avait eu sur Bad Girl. C'est un peu le même style, l'adolescente un peu cool qui essaye de se faire, se rappelle sa vie passée avec ses potes, mais qui ose pas trop aujourd'hui revenir dans la vie réelle et qui veut essayer de faire quelque chose de bien à côté en combattant le crime. Donc pour l'instant c'est assez léger, ça se prend pas au sérieux et je conseille largement le truc en fait. Parfait. Lucille, qu'est-ce que je viens de penser? Déjà, Silk, qui est soit en anglais pour les personnes qui n'ont pas. Je rejoins Zeph et Gaylor sur le côté visuel. J'ai beaucoup aimé les dessins. Je trouve les visages sont beaux. C'est très doux en fait, ce qui fait que c'est très très agréable à lire. C'est pas le bordel. Et même les scènes d'action sont découpage vachement... est très cool aussi. Ouais, on en le a pas parlé, découpage est mais cool. C'est très intelligible très en fait. simple. Du coup, C'est très bien, c'est très cool. J'ai aimé le fait qu'on puisse s'y glisser sans avoir lu effectivement le Spider-Verse et compagnie. Et pour l'instant, et ce qui est bizarre, c'est que ce personnage, il est beaucoup plus central que Spider-Gwen. Elle arrive dans un contexte où c'est carrément une deuxième Spider-Man, quoi. Oui. Elle arrive en plein dans le Spider-Verse, après elle a son titre, c'est une Spider-Woman qui est beaucoup plus proche des autres Spider-Woman qui étaient juste des espèces de gimmicks. Là, pour le coup, elle a vraiment son costume, ses pouvoirs à la Spider-Man. Son costume est cool, elle a un espèce de masque qui est censé être un foulard que j'adore. Une bière de Lucille. Elle a un genre de masque En plus, t'as dit que tu dirais un genre.
Ouais, en que plus, Phoenix mais Place. du coup, j'ai. C'est Enfin bien, bref, on j'ai dit s'en ça, branle. bref. Et donc, ouais, j'aime beaucoup son design, j'aime le dessin de manière générale. Et alors, effectivement, pour le moment, franchement, moi je suis prise dedans. Je trouve le personnage très attachant, très intéressant. Parce qu'effectivement, c'est une adolescente qui est restée ensuite enfermée pendant 10 ans. Donc, ce qui fait que ça reste quand même une jeune adulte, c'est pas une ado. Donc, ce qui fait qu'elle est pas tête à claque. Elle a un petit côté un peu has-been qui est mignon. Genre, elle sait pas ce que c'est que Twitter. Tu sens oui. qu'elle galère Ouais, avec ouais. plein de références. Parce que justement, comme elle est restée 10 ans enfermée, bon bah, Oui, ça donne des petites blagounettes assez sympas. Et c'est un personnage vraiment très attachant. Et moi, j'ai vraiment envie de savoir ce qui lui arrive. Et si elle va retrouver ses parents. Voilà, tout ça. Je reviens sur le costume, il est vraiment cool. Et pour le coup, c'est le truc qui m'avait fait accrocher, c'est la couve du premier issue en fait, où tu la vois avec dans la toile avec son Oui. costume tout noir en fait. Et je trouvais la pose ultra cool. Et donc c'est pour ça que j'avais acheté au hasard le truc en me disant que je veux acheter ça. Gaylor, qu'en as-tu pensé? Eh ben moi j'ai beaucoup aimé et comme Red Sonja j'ai lu le 4e chapitre. Voilà. Seal of Quality. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est marrant parce que Spider-Gwen elle est complètement déconnectée de l'univers Marvel et pourtant c'est exagérément dense comme on le disait tout à l'heure, et elle c'est l'inverse, elle est directement balancée avec des références de, comme je disais, de Spider-Man de 2002 avec C'est des personnages Ezekiel, plus lourds, le Totem, Spider-Verse, tout ça. Et son titre, il est super léger, il est super agréable à lire. C'est vraiment une Spider-Woman que je prends plaisir à lire, comparé par exemple à l'autre titre, Spider-Woman, qui est sorti en même temps que Spider-Gwen et Silk, qui toute cette mouvance de Spider-Girls qui suivait le Spider-Verse. Et c'est le titre, de ces 3 titres, c'est le titre le plus agréable à lire, parce que justement, voilà, comme on le disait, les dessins sont charmants, l'intrigue, elle est... on sait pas trop où ça va, enfin on sait où ça va, mais ça a l'air d'être un truc très prévisible, mais on a envie de savoir quoi au final. Oui. Hein, voilà, comme une petite série sympa qui se laisse regarder un dimanche soir avant de reprendre la semaine, et voilà. J'ai trouvé ça très sympa. Le seul truc qui m'a un peu gavé, c'est à plusieurs reprises, elle se plaint de ses limites physiques. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une jeune? Est-ce que c'est parce que c'est une fille? Ou est-ce que c'est parce qu'elle est empoisonnée? Ou quelque chose qui la retient et qui retient son potentiel? Parce que Peter Parker, il est jamais de je suis un peu fatigué maintenant. Elle, c'est tout le temps en fait. Je pense que c'est les hommes de l'ombre derrière justement qui la limitent. Voilà, j'espère que c'est ça parce que j'ai pas envie qu'il fasse d'elle une sous-Spider-Man. Parce que en fait dès le début elle se fait sauver justement par Spider-Man, ça m'a énervé. Je me suis dit si on va encore juste la voir tweeter, téléphoner à ses amis, faire la fête et boire de l'alcool, ça va me faire chier. Non, au contraire c'est pas le cas. Mais j'aimerais pas que sa faiblesse soit vraiment son trait de caractère parce que c'est une fille, tu vois. Non, ce qui est vraiment perturbant, c'est que pour le coup elle est censée avoir été entraînée justement par Ezekiel dans le bunker pendant 10 ans. Oui. Et au final quand elle sort effectivement t'as un côté vachement limité, mais enfin, on sent qu'il y a un truc qui va venir, parce que quand elle s'énerve vraiment, sur la machine, dans les choux numéro 2, je crois, elle se bat contre une machine avec des tentacules, là. Genre, quand elle s'énerve, elle le pète en un coup, le truc. Oui, elle a un moment, elle a une espèce de poussée d'adrénaline qui oui. fait décupler ses pouvoirs, donc en fait, c'est probablement qu'il y a plein de choses. Voilà, il y a un truc qu'elle comprend pas encore dans sa façon de... Même quand on la voit quand elle fait ses premiers pas à l'extérieur, après être sortie du bunker dans le titre Amazing Spider-Man, elle, forcément, elle est un peu désorientée, désaxée, et puis elle s'en prend à Spider-Man qu'elle ne connaît pas, et il commence à se friter, et elle, malgré les années d'expérience de Peter Parker, il a beaucoup de mal, quoi. Ouais, donc il y a un truc derrière qui va venir. Quand elle s'énerve, voilà, elle est... Et ça va être comme les super-héros. Si elle arrive à continuer sa série, ça va être comme tous les super-héros, elle va level up, et elle va gagner de nouveaux pouvoirs. Et puis comme elle va à la quête de ses origines, de toute façon, elle va partir à la quête d'elle-même aussi, donc elle va découvrir plein de choses. Parfait, donc voilà, tous ces 3 revues, vous les... Enfin non, c'est pas ça, ces 3 comics, pardon, vous les achetez soit de façon numérique, soit de façon physique dans les librairies. Voilà, c'est toujours dispo normalement, c'est sorti au début de l'année, donc ça devrait pas être trop compliqué à récupérer. Voilà, voici pour ces revues, on va passer à la découverte. Toujours dans Comics Outcast numéro 22, n'oubliez pas de nous faire part de vos tweets et de vos tweets et vos remarques sur Twitter, mais non, de vos remarques sur Twitter. Voilà, @Comics Outcast comme d'habitude. On va passer à la découverte. C'est Zef qui va nous parler d'un titre bien particulier. Il nous a demandé cette fois-ci de bien le lire parce que la dernière fois on avait un peu laissé tomber. Il faut bien le dire. Il s'agit de Chou. C'est dur à dire. Chou. Alors je précise l'orthographe tout de suite parce que sinon on va me faire chier pendant le long. C'est Chou. Donc c'est Chou comme. Ah bah oui, parce que je dis, après mon écran de PC, sinon je vais pas mal aux yeux. Oui, professeur. Je suis pas vieux, je vous emmerde. Donc Chou, c'est comme le verbe Chou, donc mâcher, CHEW. Ah, c'est Chewbacca. Non.
Oui, mais non, en Parce que fait. dans Star Wars, il mange des bacas. Je comprends pas. Exactement. Il m'a choqué. Donc en fait c'est un titre donc de chez Image Comics qui est sorti en 2009, qui a été créé par Rob Guillory au dessin et John Layman au scénario. Bon, pareil, je crois qu'ils ont rien fait d'autre à part ça en fait. Le scénariste a bossé dans les jeux vidéo. Ah bah voilà. J'avais noté quelque part ce petit fun fact. Vas-y, continue. Donc en fait, maintenant en fait j'ai une connerie parce que John Layman en fait il a bossé sur du il a bossé sur Batman, il a fait du Red Sonja, il a fait du Marvel Zombie. Voilà, tout de H. suite. Donc il a fait Tu parles toujours du scénariste là? Ouais. D'accord. Et le scénariste, il a aussi bossé sur Metroid Prime Hunters sur DS. Nice. Okay. Voilà. C'est une série qui est ongoing, donc qui est pas finie aujourd'hui. On en est au 49e épisode aujourd'hui, le 50 arrive bientôt et j'espère que ce sera pas la fin parce que c'est vraiment cool. Mais bon, l'arc en cours est assez gros et là il va bientôt se terminer. Au niveau de l'histoire, donc c'est pas très complexe, c'est assez cool. Après une grippe aviaire particulièrement virulente aux USA qui a tué des millions de personnes, toutes les viandes qui provenaient de poulets et d'autres oiseaux ont été interdites, ce qui mène en fait à un véritable marché noir de vente de viande de poulet dans un contexte assez bizarre. Et c'est là en fait où on rencontre le héros de l'histoire. Donc on va suivre en fait un gars qui s'appelle Tony Chu. Donc Chu, C-H-U. C-H-U, merci, parce qu'il est asiatique. Il s'appelle pas Chou parce qu'il est asiatique, hein. Non. Mais. Non, il s'appelle pas Chu. Non, mais ça s'écrit comme ça. Il est c'est écrit asiatique, comme ça, donc il gros. s'appelle Chou. Il est, voilà. What the fuck? Mais non, mais des Sérieux vérités. Tony Mais non, mais Machouille. c'est pas ça. Bref, et qui a un don assez spécifique puisqu'il est cybopathe. Ouais. Donc derrière ce nom un petit peu barbare, on découvre un pouvoir assez étrange et qui est assez cool en fait parce que Tony, lorsqu'il mange un aliment, il va connaître en fait toute la vie passée de ce qu'il a mangé. C'est-à-dire que lorsqu'il va manger un morceau de viande, s'il mange un morceau de bœuf par exemple, il va voir instantanément l'animal en train de brouter l'herbe dans le champ. Il va le voir aller à l'abattoir, il va se voir se faire abattre, se faire cuisiner et arriver dans l'assiette dans laquelle il a commencé à manger. Donc il y a tout ce côté un peu bizarre qui on comprend pas où ça mène au début, et c'est surtout le premier pouvoir qu'on voit apparaître dans la série. Au fur et à mesure. Excuse-moi, je t'interromps. Nous, en fait, pour l'émission, on a lu le premier arc, donc en fait, ça correspond du premier au cinquième. Voilà, c'est le premier arc qui présente le personnage. Voilà. Et justement, dans ce premier arc, en fait, on voit pas beaucoup de pouvoirs. On en voit que 2 ou 3, je crois, si je dis pas de conneries, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc au début, en fait, on suit Tony qui, après avoir plus ou moins foiré une première mission avec, je crois qu'il est au Vice au début. Il va en fait dans un. Ouais, je crois. Ouais. Ouais, Il en est fait, à la il doit découvrir en fait. Philippidi. Voilà, à Philippidi. Donc au début, en fait, il doit découvrir en fait la provenance la provenance de poulet dans un restaurant en fait. Un restaurant qui vend toujours du poulet. Et il doit découvrir d'où ça vient. Et en fait, la mission tourne plus ou moins mal puisqu'il découvre que c'est de la viande humaine. Et en tentant d'arrêter le cuistot, son partenaire se prend un grand coup de hachoir dans la gueule. Et lui, en fait, il arrive dans l'arrière-rue, en fait, et le cuistot se suicide devant lui en disant « Tu sauras jamais qu'est-ce qui se passe dans la vie, là !» Et il se met un grand coup de couteau dans la gorge. Et là, Tony, un peu vénère, il se dit « Ok, va te faire foutre, connard, qu'est-ce que je fais ?» Il commence à bouffer, évidemment, le cadavre pour tout connaître de lui. Donc ça met un peu le ton de la série dans direct, parce que c'est exactement ce qui va se passer en fait dans la suite. C'est que Tony en fait est un flic, et donc dès qu'il va enquêter sur un crime, va forcément manger un morceau de la victime pour découvrir ce qui s'est passé et pouvoir enquêter plus facilement. Voilà, donc ça donne le ton, et effectivement, tu dis mais c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais voir. À résumer, c'est très bizarre. De cuisine, c'est vraiment au début, bizarre, tu penses qu'il va vraiment élucider des trucs un peu simples, mais. En fait, voilà, son pouvoir fonctionne absolument avec tout ce qu'il mange. Je précise parce qu'à un moment, on voit son chef, ça arrive dans les numéros suivants, mais son chef en fait lui dit tu dois enquêter sur ça. Et il lui a une grosse merde qui apparaît sur son bureau. Caca. Et donc voilà. Il le mange pas, mais c'est pour l'idée du truc, parce qu'effectivement ça peut aller très loin. Donc tout ce qu'il mange, il arrive à découvrir ce qu'il y a dessus, sauf pour les betteraves. Je sais pas pourquoi, mais c'est le seul truc. Les betteraves n'ont pas d'âme. Elles ont rien, elles ont pas de vie. Non, pas de vie, en fait. c'est des no-life les betteraves. Donc il le fait aussi avec les victimes. Et donc après sa première enquête foirée, en fait, il va être recruté par le FDA, donc Food and Drugs Administration, et qui existe vraiment du coup. Oui, et il va bosser avec un nouveau partenaire qui s'appelle Mason Savoy. Je sais pas comment on dit Savoy. Je dirais Savoy. Ouais. Donc ce dernier qui a un gars qui fait un peu très English, avec un petit monocle, un petit béret, j'aime beaucoup. Qui est assez large, qui est assez badass parce qu'il se bat super bien d'ailleurs, et il se bat avec des sailles, une espèce de couteau. Oui.
le truc de Raphaël Égyptien. Ninja. Voilà, j'allais dire. C'est Égyptien. ça. Ah non, je sais pas. Euh, je savais pas et donc il va devenir en fait un espèce de mentor pour Tony, parce que lui aussi a le même pouvoir, il est cybopathe, et dans l'idée, je crois qu'il précise au début qu'il y en a 3 dans le monde, de Oui. cas comme ça en fait. Un dont ils veulent pas parler parce qu'il est vraiment pas cool. Ouais, et qu'on Le découvre chef vraiment plus tard et dans la série justement. Le Chou, le héros. Voilà. Et en fait, celui dont ils veulent pas parler, en fait, c'est le gars qui est dans le dernier arc actuel et qui est vraiment barge et qui est vraiment cool. Donc du coup, après ça, ils vont travailler ensemble et leur première enquête va être de découvrir en fait pourquoi un des clients qui a mangé dans un fast-food a découvert un doigt dans son hamburger. J'arrête là pour le plot parce que j'ai pas envie de faire découvrir le reste. Oui, parce que ça va quand même assez vite. Ouais, ça va très très vite. En fait, chaque épisode, il y en a un par mois si j'ai pas de conneries, et chaque épisode en fait est parfois très rapide et parfois très très lent, et c'est vraiment très chiant. Du coup, il y a un rythme qui est très cassé en fait sur la série. L'arc, donc le premier arc, vous l'avez lu, c'est sur les 5 premiers issues. Sur ce premier tome, on a une ambiance qui est un peu noire dans l'idée, parce que même si les couleurs sont assez colorées, C'est vive. c'est vraiment très vif au niveau des couleurs. même au niveau du trait, quoi, c'est exagérément. Ça fait très enfantin, cartoon en fait. mais oui, il y a un côté vraiment Mm. très cartoon. Et pour le coup, ça reste quand même une enquête. Enfin, ça reste des meurtres, ça reste des cadavres, ça reste des gens qui sont découpés parfois dans tous les sens et des gerbes de sang dans tous les sens. Donc c'est vraiment un côté vraiment décalé. Dans ce premier arc, on découvre aussi un deuxième pouvoir, qui est le pouvoir d'Amelia Mintz, qui deviendra un peu le love interest. C'est une Sabot Scrivener. Donc Sabot Scrivener, en fait, c'est... Je sais pas. Il y a plein de pouvoirs. En fait, tu regardes sur Wikipédia, t'as une liste affolante de pouvoirs. Juste avant de venir, j'ai regardé sur Wikipédia. J'en parlerai un peu après, c'est marrant. Donc elle, en fait, son pouvoir, c'est lorsqu'elle écrit, elle est journaliste culinaire, et à chaque fois qu'elle écrit en fait sur la nourriture, sur un plat, elle le fait tellement bien qu'elle arrive à donner au lecteur la sensation de manger ou d'avoir le goût directement dans la bouche. Donc en fait, c'est assez cool dans l'idée, mais jusqu'au moment où elle se dit qu'elle en a marre d'écrire ça, elle écrit que de la merde. Vraiment de la merde, et donc t'as tout le monde qui vomit à chaque fois. Donc ça n'a pas d'intérêt spécialement pour la suite, mais c'est très drôle le truc. Donc ça, c'est le premier arc qui donne ce ton-là, parce qu'une fois le 6e, 7e issue ouvert, on passe sur une série qui est complètement décalée. Il y a plus du tout. Moi, l'avoir relu, en fait, ça m'a vraiment donné cette impression de se dire, ok, ils sont vraiment partis. Je sais pas si au moment où ils ont fini le 5e issue, ils sont peut-être dit que ça allait pas continuer, et ils ont peut-être voulu faire pas une fin bâclée, mais en se disant ok, on fera peut-être une suite différente, et au final ils partent sur un truc, mais c'est tellement décalé dans tous les sens. On a vraiment l'impression de tout est farfelu, le moindre pouvoir existe. Il y en a un moment qui arrive à tailler des morceaux de tortillas pour en faire des couteaux, quoi. Genre, c'est vraiment dans tous les sens, donc c'est vraiment assez cool. Au niveau des personnages, donc on retrouve donc Tony Chu, donc c'est celui dont le héros de la série. On retrouve aussi Tony Chu, donc qui est sa sœur jumelle, Tony avec un I cette fois, pas avec un Y, qui elle est cybo-voyante. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle mange quelque chose, elle va voir le futur de cette chose. Donc c'est l'inverse de son pouvoir. C'est l'inverse du pouvoir de son frère. Donc du coup, elle s'amuse à mordre les gens vivants et à les manger pour voir le futur qu'ils ont en fait. Et par ailleurs, à un moment, elle essaie, à chaque fois qu'elle a un love interest en fait, elle sort avec un mec. Au bout de 2 jours, elle le mord, elle bouffe un morceau de chair, et elle dit non mais ça va pas marcher entre nous, c'est pas la peine, je me casse. Donc, d'un côté vraiment délirant de la chose. C'est vraiment cool. Donc Mason Savoy, qui en a parlé, donc qui est le premier partenaire de Tony à la FDA, John Colby, donc qui est le premier partenaire qu'il a eu au Vice, qui s'est pris le coup de hachoir, qui lui va revenir par la suite, même s'il est sur un livre. Une gueule un peu cybernétique. Cybernétique, ouais. C'est là où ça part en couille en fait. Dès qu'il revient normal, c'est bon, je fais un petit truc. J'ai un truc à la Terminator. Pour l'idée, je vais spoiler à mort sur le 46 ou 47e, mais il y a un mec qui se retrouve avec un corps de cheval. Tu vois, c'est vraiment. L'autre, il a une main, à la place d'une main, il a une crâne une pince de crabe, et l'autre, il a un corps de cheval. Donc vraiment, pour dire à quel point ça part un peu en couille, mais c'est vraiment génial, je le conseille. Il y a Amelia Mintz, donc il vient le love interest de Tony, ça je l'ai déjà dit, et on découvrira plus tard un personnage qui est encore plus important, qui s'appelle Olive Chu, donc qui est la fille de Tony. Là je vous fais un spoil majeur, je suis désolé, qui a aussi un pouvoir, mais dont je vais pas parler parce qu'il est super intéressant. Au niveau de l'ambiance, donc comme je disais, au niveau visuel, c'est très cartoon, c'est très coloré, ce qui donne vraiment un ton bizarre, à la série au final, qui se veut à la base, je trouve, assez adulte, parce qu'on peut pas mettre ça dans la main de tous les enfants. C'est une série Image, hein, c'est ça? Ouais, c'est Image Comics. Voilà, c'est toujours des thèmes un peu foufou. Et... il y a plein de fuck, de shit, de ce que tu veux pas ça. Ah oui, c'est clair. Au côté de l'histoire, il y a des passages qui sont
vraiment totalement barré. Donc j'ai parlé du gars qui lance des tortillas. On peut parler du mec qui est Cibo Célérant. Donc c'est le mec qui arrive à cuisiner super rapidement. Genre en 3 minutes, il arrive à faire des plats de malade. Ok. Et je vais parler pendant 2 secondes de Pollo, que vous connaissez. Vous avez vu normalement dans le truc qui est le roadster, espèce de poulet qui se va super bien. Pour moi, ça Non. veut dire poulet. Non. Il n'y est pas dans le premier art. Si, ils en parlent dans le premier art, il me semble. Ah, Mais bon, j'ai c'est pas pas grave. Pollo, en fait, ça vient c'est un poulet cybernétique. Moi, je l'ai vu après, je crois. Parce que Voilà. j'ai lu jusqu'au 10. En fait, il a une série. Enfin, il a pas une série. Il a 1 ou 2 issues à lui tout seul à un moment. Et en fait, au fur et à mesure de la série, c'est tellement délirant qu'on va voir. On lit son comics classique, puis arrivé au milieu du comics, enfin, on a une grosse double page où on voit les missions de Pollo. C'est-à-dire que le gars, il va se battre contre Godzilla et il va défoncer Godzilla. Ou il va il va se battre contre des pieuvres géantes et il va les défoncer un peu la Cthulhu. Donc Pollo, c'est un personnage majeur de la série. Je le dis, je le répète et je le kiffe. Et franchement, je pense que ça donne vraiment tout le ton de cette série qui est totalement barré, qui est vraiment cool parce que l'histoire est super intéressante derrière ça. Genre, le plot de départ est cool, mais par la suite il se développe encore plus et on a vraiment des ramifications dans tous les sens qui vont donner l'arc actuel, donc le niveau 49-50 qui va bientôt se terminer. Et donc Chou, c'est bon, mangez-en. T'as vu la blague ? Mangez-en. Moi je l'ai. Alors, avant de donner rapidement la parole aux petits camarades, je voulais juste te dire que la BD, je viens juste de découvrir, désolé, existait en français sous le nom de... Parce qu'en France, on aime bien faire les choses simples. Tony Chou, détective cannibale. Ouais. Donc voilà, méga spoil. C'est très mal traduit. Voilà, au lieu de mettre, je sais pas... C'est pas malin, ouais. Bref. Très rapidement, Gaylor, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah moi j'avais lu les 10 premiers chapitres il y a fort C'est longtemps. dingue, t'as vraiment beaucoup de temps libre. C'était il y a longtemps. Ouais, d'accord. Ok, c'était en 2011. 2012, je sais plus. Bon bref. Et j'ai beaucoup aimé cet univers, ce brassage d'idées, enfin les pouvoirs complètement cons. Moi j'adore les pouvoirs complètement cons. Là, il y en a vraiment. En fait, genre je mange et je découvre ce qui s'est passé dans ta vie. Ok. Et après c'est bien utilisé, c'est ça le Ça fait un peu penser à l'Enfeuse de 3 en fait. Les mecs qui ont des pouvoirs totalement barrés, qui sont dans tous les sens, ça me faisait un peu penser à ça par moment. Moi ça n'a pas trop de rapport, mais ça me faisait penser à une série qui s'appelle Pushing Daisies. Oui. Où il touche. Qui ranime les gens pendant 1 minute. Voilà, il était associé avec un enquêteur, il les touchait. Il les touchait, il les faisait revivre, et puis il devait les revivre qu'une minute, c'est ça, parce que sinon quelqu'un d'autre mourait dans les alentours. L'équilibre de. C'est marrant parce qu'à chaque fois le mort était genre par exemple piqué par plein de guêpes, donc il avait du mal à parler, ou il avait une hache en travers de la gueule, donc il pouvait pas bien parler à chaque fois. Bon, c'était plutôt drôle. Et Chou, ça me fait un peu penser à ça aussi, tu vois, c'est des pouvoirs un peu rigolos, des enquêtes tout aussi connes, et c'est super agréable à lire. Et puis voilà, ce côté justement décalé, tu vois, il y a quand même des morts, il y a des insultes, il y a des mecs. C'est ultra grave dans l'idée. Hein. Voilà. Et pour casser le tout, bah tu vois, on te met un dessinateur qui dessine ça comme si c'était des. Je sais pas, ça me faisait penser au niveau graphique j'ai pas de titre en tête, mais tu sais des fois des mèmes que tu vois sur internet, enfin, des petites BD comme ça fait rigolote. J'arrive pas à donner un autre titre qui est dans le genre, mais ça fait très léger. En fait, comme je dis, ça fait très cartoon en fait dans l'idée. Ça me faisait penser un peu à Cartoon Network dans le style en fait, vraiment coloré, vraiment simplifié au niveau graphique, au niveau trait. Donc c'est un peu l'idée. Moi, ce que je pense, c'est que on approche de la violence de Nailbiter, dont on a parlé il y a d'autres. Oui, j'ai pensé aussi. Mais dessiné tout à fait différemment. C'est-à-dire que si ça avait été dessiné dessiné de la même façon que Nailbiter, ça aurait été vraiment dérangeant. Oui. Là, l'idée reste dérangeante, mais c'est quand même plus rigolo parce qu'il déconne de pas mal des aspects du fait de devoir manger des morts ou des chiens morts. Oui, puis à côté de ça, t'as un poulet qui se tape contre Godzilla. Donc, voilà. mais putain, il y a des trucs qui dédramatisent tout le temps en fait. C'est allégé sans arrêt. J'apporterais quand même un petit bémol au niveau du dessin, parce que depuis tout à l'heure vous dites c'est très cartoon, c'est très cartoon, mais c'est pas cartoon effectivement comme un dessin animé pour enfants. Il y a quand même tout un travail sur l'ambiance qui personnellement m'a touchée. Parce que donc tout de suite on s'attend à un truc qui est sur la bouffe, même si on s'attend pas tout de suite à ce que ça soit du cannibalisme entre autres. Il y a vraiment un truc, c'est qu'on a l'impression que le comics tout entier transpire la salmonelle. Il y a un côté très sale, il y a des miettes partout, les héros ont des taches de transpiration partout, il y a des morceaux de cadavres, tu sens que c'est pas, il y a des taches de gras, c'est vraiment
une globalité comme ça qui est très sale et qui nous permet de rentrer. On a l'impression Ouais, c'est justement parce qu'à des moments ils mangent des morceaux de cadavres, voire des morceaux de cadavres putréfiés, donc c'est pas des trucs super rigolos. Donc du coup on est vraiment bien dans cette ambiance là, et en plus du coup il y a toujours des petites références à cet univers, donc un peu pas post-apo, mais il est censé y avoir eu cette fameuse grosse grippe aviaire, etc. Donc ça en plus c'est une intrigue de fond qui moi m'intéresse, parce que il y a plein de gens qui sont persuadés que c'est un gros bullshit, que c'est un complot, que ça n'a pas existé. Donc moi ça m'intéresse de savoir un peu ce qu'il y a derrière. Et notamment, donc petit exemple, donc dans le premier arc, à un moment ils vont dans un fast-food, donc déjà sous le panneau du fast-food qui s'appelle McBeefy's, hein, donc pas de référence bien sûr, c'est juste indiqué Come Die With Us, voilà. À l'intérieur du même fast-food, tu as une petite affiche Nutrition Facts, hein, comme dans tous les magasins, et en fait c'est marqué 98% de gras. Voilà. Ouais, c'est vraiment cynique en fait. Voilà, Ouais, et dans le très resto grinçant, de sushi, c'est Eat at your own risk. Voilà, donc ça met vraiment dans une. Il y a une espèce d'ambiance sale qui en plus est dans le premier arc, donc visiblement les couleurs changent un petit peu après, mais le premier arc a un petit côté un peu sablonneux, un peu vieux comme ça, t'as l'impression que c'est super poussiéreux, et je trouve que ça donne une ambiance pas du tout justement repoussante, ça donne une ambiance dégueulasse mais qui passe vachement bien et qui nous fait vraiment rentrer dans le comics. Tu parlais des sushis, bon, je vais pas trop parler de son rôle, mais ce personnage sert volontairement des sushis périmés. C'est ça. Oui. En fait, il ne veut pas de clients, donc il fait exprès de vendre ça. Et il est encore... Mais dès qu'il rentre quelque part, il y a toujours un type pour dire mais moi de toute façon j'ai pissé dans l'appareil pour faire les glaces, machin, il a craché dans ton café. Et je crois que c'est genre la troisième c'est atroce, ouais, case, il y a un type qui crache dans le café du flic et tout. Ok, donc voilà, il y a une ambiance de fou en fait qui est super bien menée. Bon alors on recommande. Ah Oui, mais on carrément. complètement. Moi j'ai un petit truc à ajouter. Miguel alors. Apparemment ça a été prévu, enfin ça a été annoncé il y a un an, mais ça Une va série. devenir en dessin animé. Oh, putain. C'est un dessin animé. Et attends, j'avais noté un autre truc aussi pour l'émission, c'est que on vient d'apprendre il y a quelques jours que tu parlais de Mason Savoy. Savoy Masson. Et celui qui va faire sa voix, c'est David Tennant, Oh l'un des docteurs, voilà. Donc il va avoir un accent anglais. C'est ça. Ah bah voilà. Bah ouais, donc, forcément. Et d'ailleurs, j'ai appris à ce moment-là que le héros, ça allait être le Glenn qui est dans Walking Dead. Ouais. Le héros de. Bah oui, complètement. En fait. Voilà. Vous voyez pas qui c'est? Si. Non, mais moi, je regarde Bon, un pas. asiate quoi, voilà. Qui s'en fout, moi, voilà. Et j'ai appris un truc un peu moins drôle aussi, c'est que Tennant remplace en fait Robin Williams qui devait initialement faire la Ah voix. merde. Ah putain, Et Robin qui est Williams, ça refait très carrément. très fan de la série apparemment. Bah tu m'étonnes Ouais. ça. Et pour le coup, pour finir sur le truc, il y a un crossover, mais ça j'en avais parlé dans une précédente émission Avec avec Revival, où ils avaient échangé les personnages de ville. C'est-à-dire que Tony Chu allait dans la ville de Lana dans Revival, je sais pas où c'est, et elle venait ici. En fait, du coup, et t'avais une vraie cohérence en fait dans les deux séries qui était vraiment cool. Et je me permets de reparler de Revival, qu'il faut lire aussi. Voilà. Voilà, il s'en fout. Non, mais on a déjà Oh. parlé de Revival. Quelle violence. Voilà, on va passer à la dernière partie de l'émission, c'est Hors les bulles. Voilà, toujours émission. Faut voir le geste d'Eric quand il veut faire ça. Allez. Si de croire. Toujours dernière partie de Comics Outcast numéro 22. Comme d'habitude sur Twitter, vous nous faites vos remarques @ComicsOutcast ou #ComicsOutcast. On va vous parler cette semaine du dessin animé Batman vs Robin, qui est donc le dernier pour le moment film de la série DC Universe Animation. Non, Animated Movie, c'est ça? Animated Movie. Je crois que c'est ça. Je crois. Voilà. Ouais. Sachant que le précédent, on en avait déjà parlé ici, il s'agissait de Throne of Atlantis, le trône de l'Atlantis, qui était vraiment pas cool. Hein, Ah mais Je l'ai pas- c'était Aquaman ça. C'était voilà, pas Batman, Aquaman. d'accord. non, en fait, c'est Justice League, Throne of Atlantis. Ah d'accord. En fait, ils apparaissaient quasiment tous dedans. J'ai pas regardé. Moi non plus. En fait, Je pas non, dans j'ai l'émission. pas osé. Mais Non mais je vous ai écouté en parler et du coup, mais pas du tout de. bah non, Ouais, parce que clairement, c'est vraiment clairement pas pas, cool. ouais. Bah non, L'animation et l'histoire. Là, on voit qu'ils ont pas mal bossé. Donc ça, c'est quand même encore sorti en février. Donc je crois que c'est le mois de l'année, hein, le mois de février. Bah écoute, là il y a plein de trucs dont on a Le mois parlé. de l'émission, qui sont- Février, c'est un Comment mois de faire l'année, oui. Oui, voilà. Je te confirme ça, oui. 1 sur 12. T'en bouge pas, je regarde dans mes notes. Ah, c'est le Donc deuxième, voilà, je alors, c'est sorti en février, c'est disponible sur iTunes, c'est disponible en DVD, en Blu-ray, machin. Je sais pas si c'est vraiment. C'est pas sorti sur en Netflix France, peut-être? C'est en fait, j'allais Ah, dire, sur je Netflix crois que c'est sur Oui, Netflix. je l'ai vu sur Netflix. Moi, la première mais... fois je que me j'en sens parlais, je crois cassé que tôt, pas de regarder de cette façon-là. Je crois que c'est sur Netflix. Hein. Ah, je me suis embêté à télécharger un. Non, bon. Alors, bah non, quand tu le télécharger sur tu iTunes. télécharges. Ah voilà. oui, oui, Ouais, oui. oui. De façon long. légale. Voilà. Le téléchargement Et le problème, c'est que c'est pas très bien en légal. HD et tout ça, donc c'est un peu Oh. embêtant. Donc voilà, ça c'est raconte bon, quoi? c'est Qui est-ce qui veut nous présenter le plot de ce dessin animé d'1h20?
Ça m'a vraiment surpris que ça dure 1h20, mais... Moi je veux bien, mais Vas-y. Gaylor avait l'air chaud sur ça. Non, pas trop. Pas trop. Non, Ah oui, non. Zef alors. Je vais me rajouter des petits trucs en complément. Alors en fait, pour le plot de départ, moi je vais faire simple en fait, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit ah mais en fait c'est juste ça et ça. Et donc en fait c'est l'arc The New 52 de Batman par Snyder et Capullo, et c'est le premier arc Court of Owls, et c'est le premier arc. Court of Owls, oui. Voilà, Owls, je dis ça. Owls. Owls. T'as fait un H aspiré. Ouais. Pardon, excusez-moi. Owls. Et donc, Plus jamais, du coup, plus c'est le jamais. premier arc de ça, et c'est le premier arc de Batman et Robin. Oui, c'est ça. C'est ouais, les deux tout mélangés, simplement. ils ont fait un mix-up et dans un autre pas univers, relevé. parce que finalement c'est pas le 1. Mix-up à la relevée. J'ai Oui. pas compris. Oui, merci, Ouais, merci, non, désolé. merci. Street 4. Les vrais... Et donc du coup, ils ont fait ça et ça a donné un film de 1h20 que j'ai trouvé particulièrement cool. Donc pour préciser pour ceux qui n'ont pas lu les arcs, ça veut dire qu'en fait on se retrouve avec le nouveau Robin, donc le dernier Robin en date qui est Damian Wayne, donc qui est le fils de Batman et de Talia Al Ghul, qui est donc chez son père après un gros bordel pour venir chez son père au final. Bon, en gros, c'est le nouveau Robin. Et il est Oui, en c'est le manoir, nouveau quoi. Robin qui est très arrogant, qui est ultra balèze, qui Oui. est sûrement plus fort que les Entraîné autres. par son grand-père, Voilà, enfin, entraîné son par armée Ra's al ninja et Ghul, tout. Quoi. pour être l'homme, enfin le le tueur, descendant, le meilleur tueur voilà, du monde. L'assassin ultime. Voilà, il a 10 ans, c'est le meilleur assassin du monde. Le maître Pokémon, quoi. Je suis pas au-dessus. Bon. Non. Non. Non, Et bah, donc pas. du coup, donc il retourne, il est chez son père, Bruce Wayne, il devient le nouveau Robin et donc il fait ses missions avec Batman. Il est ultra arrogant, il est super balèze, il veut toujours prouver qu'il est le meilleur, il veut toujours prouver qu'il est bon, qu'il vaut la confiance de Batman sans vraiment la mériter. Et donc on a ce plot là, et à côté de ça on a le début du plot de Court of Owls, Oui. Owls, Ah ouais. avec le Talon qui apparaît et qui tue un des premiers. Le Dollmaker, en fait, une personne qui disait que Batman et Robin étaient là pour arrêter, et donc il tue le Dollmaker devant Robin en disant trust your instinct, mon accent anglais, et en disant Tu peux le renforcer. tu dois croire en tes instincts, et en disant voilà, t'es un tueur, t'as été né et entraîné pour ça, deviens un tueur. Donc en fait il joue sur le côté ultra arrogant de Damian Wayne en disant fais ce que t'as envie de faire, n'écoute personne d'autre. Et là, t'es à juste 3 minutes du film, quoi. C'est-à-dire, moi, Oui, je trouve c'est ça très ça. fort dans le film, c'est que il te place ce personnage sur Robin qui a un lourd passif, qu'ils ont mis beaucoup de temps à amener dans les comics, qui est très arrogant, comme tu disais, qui est très fort. Et en trois séquences, toi, tout de suite, on sait qu'il est super fort, arrogant, qu'il a beaucoup de mal avec Faut préciser voilà qu'en à fait, obéir à Batman. la première Il est scène qu'on toujours voit, en train c'est de- Robin en train de conduire la Batmobile qu'il a volé à son père pour Voilà. aller arrêter le Dollmaker tout seul. C'est C'est ça. ça, voilà, donne tu vois une vraiment Batmobile envie, qui arrive euh, et tu vois un petit Robin de 10 ans qui sort et Et donc du coup, on a ça, et tout de suite après, donc ça enchaîne sur toute l'intrigue enfin, je vais pas dévoiler le reste parce que c'est quand même cool à Vous regarder. avez juste mis un truc, quelque chose d'assez important, c'est que au-dessus. on attendait au-delà de que son Lucie arrogance, nous le tout dise ça, en fait. De quoi? Au-delà de son arrogance, tout ça, c'est qu'il a beaucoup de mal avec justement la différence entre le bien et le mal et Oui. où est la limite. C'est surtout ça qui définit le. En fait, C'est oui, ce il y a que je le voulais côté, dire, ouais. c'est de la justice, c'est pas de la vengeance. Voilà. Oui, bah c'est ça, c'est Oui, voilà, c'est ce que Batman essaye de lui mettre absolument Quand dans il, la est, tête. quand il est sur le point de tuer le Dollmaker, enfin, il arrive devant lui, il l'énerve beaucoup, il est sur le point de le Et tuer. on Et puis il est voit toujours cette aussi- phrase un peu d'ancien fumeur. Non, je ne dois pas. Non, je ne dois pas. Ouais. Ouais. Et, Rappelle-toi le 12e step de. Et donc du coup, voilà, le plot donc grandit derrière avec il y a un love interest avec Bruce Wayne, il y a plein de trucs qui sont bien menés. Pas entre Batman et Oui, Robin, toi, j'ai eu hein. peur, Je là. précise, le love interest, Il y a un c'est pas petit entre love Batman et interest. Bruce Wayne. C'est vrai. Je pensais à Samantha, oui, effectivement. Voilà. Donc du coup, il y a tout ça qui arrive et je trouve que le mix entre les deux arcs de Batman et Robin et Batman de la série de The New 52, La cour des hiboux. The New 52, je disais juste. Oui, mais la cour des hiboux. La Ouais, mais cour des- les deux arcs sont New Oui, 52, en fait, non mais j'ai pas. Oui, bon, je parle de la série principale de Batman et Batman et Robin. Bref, on s'en fout. Je trouve que le mix Ouais. est ultra bien fait. Enfin, tout est cohérent, tout est limpide en fait. Même si on n'a pas lu les comics, en sortant de ce dessin animé, en fait, on peut, je pense, suivre les deuxièmes arcs de chaque série sans trop être perdu en fait dans le truc. Ah non, pas du tout, non. C'est à la fois fait pour ceux qui n'ont pas lu le comic, c'est vraiment typiquement le film fait pour ceux qui n'ont pas envie de lire, mais qui ont envie de savoir ce qui se passe. Non, mais oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui ont envie de voir Batman, enfin qui ont envie d'être au courant et qui n'ont pas forcément le temps de. Bon, déjà, les moyens et puis le temps de. Parce que t'as quand même combien de séries Batman en parallèle? T'en as 5, 6, 7, voilà. Facile. Bon, là, il se trouve qu'ils ont mixé les deux meilleurs. Parfait. Et ils l'ont bien fait, quoi. Toute l'intrigue, comme tu disais, de base, c'est sur la cour des hiboux. Ouais.
Donc il y a toute cette ambiance où on sait que quelque chose se passe dans Gotham, on sait pas trop quoi, on sait qu'il y a eu un truc avant Batman. Il y a une espèce de justicier qui se balade et de société secrète, mais on n'en sait pas plus. Enfin, au début, puis après on en apprend petit à petit. Et il y a ce méchant qu'on retrouve dans Batman et Robin qui essaye de corrompre Robin, parce que c'était en fait un ancien allié de Batman à l'époque où Bruce Wayne s'entraînait pour être Batman. Et ils ont converti ce personnage, Mr. Nobody, en un Talion, un guerrier hibou, le guerrier principal. Qui est vraiment cool et qui, au final, et ça passe. Voilà, ça passe très bien, et même il a un passé en fait. Il a un passé qui est montré dans le dessin animé. Oui, qui ils est ont expliqué, fait un passé, oui. Et donc du coup, ça devient un méchant qui est, par logique, ultra intéressant. C'est un méchant qui a un passé et qui est qui crédible. a une raison d'être méchant. Au moins, il est crédible. Ouais, complètement. Lucille, t'en as pensé quoi? Bah écoute, moi je suis pas une grosse fan de l'univers de Batman, donc de façon sûre et certaine, je n'ai pas lu les arcs correspondants, et j'ai trouvé que c'était plutôt facile de rentrer dedans. J'étais un peu perturbée au début. Comment ça, c'est son fils? Comment ça, c'est en plus le petit-fils de Ra's al Ghul? A plus B plus les petits spermatozoïdes, ça fait des enfants. Donc là, voilà. Mais une fois passé ce moment-là, c'était très chouette. J'ai trouvé que l'animation était très agréable à regarder. Et je m'attendais pas. Enfin, peut-être que naïvement, je me disais, ok, c'est un dessin animé. Moi, les derniers dessins animés Batman que j'avais regardés, c'était ceux qui passaient dans les années 90. Et oui, animated. Voilà. Donc ce qui fait que ça fait très longtemps que j'en ai pas regardé. Ah oui. Et du coup, quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sang, que c'était très violent, j'ai été un peu étonnée, mais en même temps, ça rendait ça très adulte, donc ça rendait ça très agréable à regarder. Et ouais, l'histoire se tient bien, les personnages sont attachants, mais dans le bon sens du terme, voilà. Enfin, de toute façon, c'est Batman, hein, il n'y a pas du tout de manichéisme, donc voilà, c'est vraiment même pour une novice comme moi, ça passait nickel, quoi. Mais pour le coup, moi, j'avais regardé Under the Hood, donc qui était un ancien dessin animé aussi qui reprenait certains arcs. Dans l'univers Batman. Hein? Dans l'univers Batman. Dans l'univers Batman, ouais. Under the Red Hood? Ouais. Ouais, qu'on a revu aussi. Oui, d'accord. Et en fait, pour le coup, voilà, quand tu disais c'est très sanglant, c'est très violent, je rappelle que la scène d'ouverture de ce truc, c'est quand même le Joker qui tabasse, je crois que c'est Tim Drake. C'est Jason Todd. Jason Todd, et qui le tabasse à mort en fait. Oui. Donc pour comme dire comme dans le comics, adulte de base, quoi. Genre C'est tu peux qui, pas aller Jason plus loin. Todd? C'est le deuxième Robin qui meurt. Ah, mais oui, mais ça, c'est un vieux truc déjà. Oui, non, mais c'est pour rebondir sur le côté, c'est comme un adulte. Oui. Effectivement, la première scène est ultra violente. Dans le dessin animé, il part toujours d'un point de départ, d'une scène marquante dans les comics, ou d'un run, ou comme on le disait là justement, le mélange de deux runs. Et après, il brode des trucs autour. Là, par exemple, on voit même Nightwing qui normalement n'est pas là du tout dans les. Dans la cour des hiboux, non. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Oui, pardon. Ouais. Mais dans Batman et Robin, il est là, puisque en fait, je voulais le dire justement, on retrouve en fait ce côté combat du nouveau Robin contre tous les anciens Robin pour prouver qu'il est le meilleur. C'est vrai. Et donc t'as vraiment ce côté. Enfin, il y a un moment, il y a effectivement Nightwing et Robin qui se battent, et t'as Damian Wayne qui arrête pas de lui dire, je suis meilleur que toi. De toute façon, je te pourris la gueule, je te défonce. Et il le défonce. Oui, c'est vrai. Et j'avais peur à un moment qu'il y ait cette référence qui aurait plongé tout le monde dans le coma, à savoir que Nightwing à un moment était Batman. Oui. Au moment où Damian Wayne est devenu Robin. Ouais, ça c'est le premier run de Batman et Robin qui remonte à 2011. D'accord. Et qui était cool. Oui, qui ouvrait vraiment cette nouvelle team, quoi. Et depuis que Dick Grayson est redevenu Nightwing, il y a toujours dans le comic ces petites références, machin. Ouais, mais là, du coup, ils ont essayé, je pense, de faire efficace pour le dessin animé. Oui, et au moins, ça part simple. pas partout. Mais c'est ce genre de référence qui peut paraître badass sur le moment, et puis qui peut en fait plonger. Oui, mais qui du coup, voilà, ne parle surtout aux fans trop, ou aux gens qui lisent les comics. Et là, vraiment, le dessin animé prend le parti pris de dire on propose quelque chose de tout cuit, c'est fait sur la table, et vous pouvez en profiter comme ça. Bah, justement, c'est ça que j'ai apprécié. Voilà. Et en fait, c'est très facile de tomber justement dans la référence comme ça, d'accumuler des trucs. Et en même temps, ça tombe pas forcément dans les clichés parce que, bah, forcément, Robin, au bout de 10 minutes, tu dis mais tard ta gueule, petit con, je vais t'en mettre une. Il est insupportable. Ah oui, et en fait, j'avais vu ton tweet. Ouais, non, mais grave. Et en fait, plus t'avances. Ça, pour le coup, ils l'ont très bien fait. Il est vraiment comme ça. Voilà. Génial. Mais voilà, comme il n'y a pas de manichéisme dans Batman, bon bah forcément, plus t'avances et plus tu comprends aussi que la psychologie de ce petit garçon. Enfin, Batman le dit très bien à la fin quand justement Nightwing lui dit mais c'est un petit garçon de 10 ans. Il dit non, il a 10 ans, il a le corps d'un enfant de 10 ans, mais avec tout ce qu'il a vécu dans sa tête, c'est pas du tout un enfant de 10 ans, donc voilà, il a toute sa psychologie à lui et tout, et vraiment, ça se déguste. Ouais, j'ai un petit bémol perso, bon alors c'est vraiment subjectif à mort, c'est que quand tu lis tout le temps ce personnage de Robin qui est super arrogant, machin, puis à un moment t'entends vraiment le personnage qui incarne, un gosse de 10 ans. Ouais. Toi, ça parle plus. Il y a une petite cassure quand même. Ouais, je suis d'accord. Ah oui, c'est à ce moment-là tu dis. Oui, voilà, tu dis ah oui, c'est vrai, il a 10 ans, c'est un enfant qui parle. Bon. Et oui, ouais, il ça a une fait un petite peu voix fluette. La voix qui est envie de tabasser. Mais c'est intéressant justement parce que là tu le vois traîner avec des adultes qui sont en train de lui demander de tuer des gens, d'être un justicier. Moi, c'est vrai que j'ai pas
quand j'ai entendu sa voix, je me suis demandé est-ce que c'est un flashback de Robin, parce que je ne savais pas de quoi parlerait l'histoire. Et quand à la fin, parce que c'est seulement à la fin qu'on révèle son âge, on sait qu'il est très jeune, mais tu te rends pas compte, 12, 13, bon voilà, il y a des gens qui muent très tard, mais 10 ans. Ah, d'accord, ok. Tu vas envoyer un gamin de 10 ans dans la rue, je pense que bon, déjà faire ses acrobaties et avoir ce genre de comment dire, de décisions super importantes. Est-ce que je tue cette personne parce que c'est un criminel et que si je laisse en vie, il va pourrir ma ville, machin. Je pense qu'un enfant de 10 ans, déjà, il sait pas faire ça. En fait, je fais un rapport assez lointain, mais ça me faisait vachement penser enfin, très lointain, avec Walking Dead, la série, le jeu vidéo, où on incarne, enfin la saison 2, où on incarne Clementine. Et donc t'as un côté effectivement très adulte en fait, qui est obligé, qui repose sur les épaules de Clementine, mais qui a pas du tout cette réflexion, ni l'expérience qui va avec ça en fait. Et donc du coup, ça me faisait vachement penser à ça, parce que j'aurais bien aimé avoir un personnage comme Damian Wayne dans Walking Dead, pour avoir ce côté vraiment badass du truc. Mais bon. Entraîné par des ninjas zombies. Ouais. Et là, j'avais une question pour toi, parce que le Dollmaker qui est retrouvé là-dedans, c'est le même Dollmaker qu'il y a dans The New 52 qui découpe le Joker ou pas ? Ben, ça m'a fait penser à ça, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est typiquement l'ennemi qui a été inventé pour le film. D'accord, mais il me souvient. Enfin, j'ai pas regardé les comics, mais je me souviens pas qu'il avait cette gueule-là en fait. Je me souviens pas qu'il était aussi baraque en fait. Non, pas du tout. Oui, ça lui avait très en glitch en fait. Moi, il me faisait penser à un de ses ennemis justement qui faisait parler du premier, qui faisait partie du premier run de Batman et Robin dont on parlait, de Grant Morrison. Tu vois, des ennemis complètement loufoques. Oui, complètement. Oui, avec le masque sur la gueule, voilà, qui fait un peu enfant dans un corps d'adulte. C'est ça, complètement, oui. Super effrayant, quoi. Ouais, la personne qui fait la voix... Excusez-moi. La personne qui fait la voix de Dollmaker dans les animés, c'est Weird Al Yankovic. Oh, classe. C'est pour ça qu'il a une voix un peu bizarre comme ça, qui parle, mais j'aime les enfants. Dites-moi, c'est qui ? C'est un musicien / comique qui fait pas mal de chansons parodiques. D'accord. Vous connaissez, vous l'avez déjà vu, entendu. Ouais, je sais pas si vous avez déjà vu ce clip, cette parodie de I'm Bad de Michael Jackson, où c'est Oui, c'est lui, d'accord. C'est lui. Bon, c'était il y a 20 ans du coup, mais c'est lui, Dollmaker. Ouais, qui fait la voix. La voix en tout cas. Ah putain, elle est bien creepy. Elle est creepy ouf, sa voix. Non, dans la vie, il est comme ça aussi. Et du coup, au niveau du cast, le personnage, le comédien qui fait la voix de Bruce Wayne, c'est le même que dans Atlantis et dans Under the Red Hood. Donc ça va, il y a une certaine continuité. C'est un peu dommage, enfin, ça je le reproche toujours, mais c'est un peu dommage, c'est pas le même qui fait la voix dans les jeux vidéo par exemple. Ouais. Et ça, il n'y a pas une continuité par rapport à ça. Comme dans Arkham Origins, ils avaient aussi changé le casting de toutes les voix. Donc du coup, on n'avait plus la voix du Joker qui était. Oui, mais Arkham Origins n'existe pas. C'est vrai, c'est un jeu qui n'existe pas. Bien qu'il soit bien meilleur que Arkham Knight pour l'instant. Ah ouais ? Troll. Oh là là, je suis pas allé si loin pour ça. On en parlera dans un prochain Hors les bulles. Bah merci pour toutes ces revues. Bah de rien, ça me fait plaisir. Mais oui. Attends, jingle. Voilà. Oui, parce que cette émission sera enregistrée, je vais la monter après. Je me fais des pouvoirs magiques. Ça fait bien de faire du montage ou pas ? T'aimes le montage ou pas ? Jingle. Arrête, j'en ai marre. T'aimes le montage ou pas ? Ouais, là c'est mon deuxième montage, j'ai l'habitude, là ça commence à rentrer. On fait des bisous à Joe, hein. Bon courage pour ton festival, j'espère que c'est fini là. Ah, c'est fini ? Pourquoi on n'est pas chez lui à rentrer en jeu ? Non, c'est le dernier soir. Voilà, là on est en plein dans la soirée. Là c'est vendredi soir, il fait chaud. C'est pour ça qu'on fait du home studio. Crève de choses. Voilà, et merci Zev de nous avoir permis d'enregistrer cet épisode, sinon on aurait dû le faire à 2 Fontenay. D'accord. Voilà, ça aurait été chaud. Mais là on est à 2. Merci Zef alors. Non, on est à 2 à Montempoivre, voilà. Il y avait une blague que j'ai pas compris, mais c'est un plaisir de vous de retrouver chez moi. J'essaie de garder l'esprit Radio Kawa. Tiens, en parlant de Radio Kawa, cette émission est une émission Radio Kawa. Oh, c'est pas vrai. Il me semble. Produite par Radio Kawa. Par Radio Kawa. Et diffusée sur Radio Kawa. Oh mon dieu. Voilà, donc comme d'habitude, comme d'habitude, ça va être la deuxième fois, mais vous nous téléchargerez sur iTunes ou sur le site de Radio Kawa directement. Faites de nous un des meilleurs podcasts français. Des podcasts français. Le podcast, c'est mon prochain podcast qui sera uniquement consacré au bacon. Les mecs, c'est chaud. Ah mais soyez tous à la rentrée pour mon podcast. Ton podcast. Donc on a tous une variété. C'est quoi, c'est un podcast sur les poneys ? Ouais, complètement. Non, mais sérieusement, à la rentrée, moi je lance mon truc, donc soyez là aussi. Bah, tu t'auras qu'à communiquer sur les réseaux sociaux. Moi je serai là. Bah t'auras le temps de faire de la pub dans les prochains. Non mais je serai là physiquement à écouter des choses. Ah d'accord. Oui. Il est là. Donc voilà, nous on vous donne rendez-vous le lundi 13 juillet. Donc on vous mettra, donc là comme d'habitude pas d'horaire, mais on vous mettra à disposition le podcast au milieu de la journée quand j'aurai le temps, quand j'aurai envie. Enfin, voilà. Bah oui, c'est l'été, on fait un peu ce qu'on veut là. Voilà, c'est l'été. Personne ne s'en rappelle de cette émission. Ok. Bon bah on va voilà.
Je sais pas trop quoi dire. On parle vous du dit au revoir. Twitter, du Facebook, du Instagram, non, du c'est déjà fait, Vine. Twitter. Oui, D'accord. Twitter, Comics Podcast, d'ailleurs. Ok. Facebook, c'est la même chose. Aimez-nous. Instagram, aimez-vous. Voilà. On vous dit Ah, au mais revoir, au revoir, Zef. il y en a qui disent ça. Mettez-nous des étoiles sur iTunes. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il y en a qui disent ça dans les podcasts. Bah C'est un non, truc genre, de ninja, non? C'est pas un truc Je de sais pas, shuriken? mettez des étoiles sur iTunes. Mettez des shurikens sur Donc, pour la deuxième fois, au revoir, Zef. Au revoir, Néric. C'était un vrai plaisir de te recevoir Quel chez moi. connard. Au revoir, Yelor. Au revoir, Eric. Ah, Et les voilà. Kusensei. Et les cousins. Au revoir, Lucille. Au revoir, Eric. Merci, moi. Ça fait Allez, tellement au revoir, longtemps que j'ai pas Eric. dit ça. à dans 2 semaines. Bye bye. Ciao. Ciao. Bye. You are breaking union rules, our insurance doesn't cover any of this, and you are potentially infringing on Warner Brothers' intellectual property. Shut this down. I want a different answer. Eh ben, elle était bien cette émission, hein. Ouais, combien de temps ça a duré? 1h17, mais sûrement un peu moins parce que les jingles, parce que il y a un moment, bah, tout le début en fait, toute les blagues. Enfin, ça dépend quand t'as combien. On a fait combien? 7 minutes de blagues?